Ouais. Yes. Attends, je vais faire ça. Aïe. 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 Je vais mettre là, franchement, peut-être pour libérer de place. Hop, ça vous dérange. Ah non. Et ben ça fait super plaisir d'être là. Hein. Merci d'être là. On est honoré d'être présent aujourd'hui dans ce magnifique terrain avec cette belle nature, Caro et moi. Merci d'abord à Brandpile qui organise depuis de longues années et puis à Perma 80 qui organise ça cette année, cet événement. Merci à vous les amis, c'est vraiment un honneur de pouvoir être là, de nous rassembler. Je pense qu'on en a tous conscience et moi j'aimerais qu'on se rappelle de ça parce que ça a été un gros boulot, qu'on vous applaudisse parce que c'est un gros taf que vous avez fait. Merci. Merci infiniment. Alors on va se présenter nous Caro? Comment tu l'as senti? Oui, on te connaît pas trop. Ouais, enfin, on m'a présenté la désobéissance fertile. Bien sûr, parce qu'on évidemment. n'est pas trop là pour parler de nous, mais, Merci. mais du coup, on est là pour vous parler de ce mouvement qu'on a très envie de partager et qu'il soit incarné par d'autres que nous. Et c'est un peu pour ça qu'on est là aussi. Donc, ça fait 3 ans qu'on parle de la désobéissance fertile. Il y en a certains qui ont peut-être déjà vu les cabanes et qui ne savent pas forcément l'histoire, donc on va vous parler de la genèse. C'est-à-dire pourquoi on a décidé d'être des désobéissants et qu'est-ce que c'est que cette désobéissance fertile. Tout le monde entend bien? C'est ok? Ouais, comme tu veux faire. Ok. Et sinon rapprochons-nous, ouais. Donc, pour faire bref, avec Jonathan, on était un petit peu le cliché du bobo parisien qui a un petit peu un éveil écologique. Et qui ne sait pas trop comment s'y prendre. On a commencé par plein de choses différentes. Un documentaire, des clics de conscience pour Jonathan. Moi, ça a été plutôt du volontariat en permaculture en Amérique latine. On s'est rejoints sur un projet commun qui était une espèce de petite émission où on présentait plein d'alternatives. Et un jour, on s'est dit, mais en fait, on parle de ce que les autres font dans le rural et nous on est là dans la ville à essayer de penser une écologie en étant complètement déconnecté en fait. Et donc on s'est dit ça n'a plus de sens cette écologie surintellectuelle et surcitadine alors que le problème vient en grande partie de la ville et de son modèle. Et du coup on s'est dit qu'on voulait sortir de là. Et on a commencé un voyage pendant 6 mois en van à vraiment aller visiter plein d'alternatives, plein d'écolieux. Et ce qui revenait le plus souvent en fait dans les projets qu'on rencontrait, c'était les problèmes de loi. C'est que les gens, ils avaient envie de faire, ils avaient des super groupes, hyper solidaires, des super idées, mais que rien ne rentrait dans le cadre de la loi. Et au fur et à mesure, ils écrasaient comme ça leurs rêves jusqu'à ce qu'ils rentrent dans un cadre juridique chronophage qui les épuise. Et souvent, les collectifs, ça se dispatche. Finalement, au bout de 5 ans, il n'y avait pas beaucoup de choses qui avaient avancé, ou alors... ça dénaturait beaucoup le projet initial, la vision, le fait de devoir se conformer à des normes d'urbanisme. Et c'est là qu'est née l'envie de désobéir. On s'est dit, mais est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps d'essayer de rentrer dans le cadre de cette loi qui franchement nous met plus de bâtons dans les roues qu'elle nous aide? Et en fait, on voyait vraiment l'aspect hyper élitiste en fait. Parce que souvent les gens qui avaient réussi, c'est parce qu'ils avaient des très très gros budgets et que du coup ils avaient balancé 1 million d'euros dans un terrain, des infrastructures, etc. Et on s'est dit mais c'est pas possible en fait que ce changement, on doit être nombreux à le faire, donc il faut le rendre accessible à la fois financièrement et à la fois techniquement, parce que c'est aussi le deuxième grand frein quand tu es citadin, c'est de se dire comment, alors que j'ai jamais travaillé avec mes mains de ma vie, et que j'ai toujours récolté mes fruits et légumes au supermarché, je vais travailler sur mon autonomie alimentaire. Et on s'est dit que si nous on y arrivait, tout le monde pouvait y arriver parce qu'on partait de très très loin. Et avant de quitter la ville définitivement pour aller vraiment là où on a décidé d'élire domicile, j'ajouterais aussi que on s'est beaucoup intéressé aux rapports scientifiques, au rapport du GIEC, on a lu les bouquins de Pablo Servigne sur l'effondrement. Moi j'avais travaillé pendant un certain nombre d'années à essayer de faire avancer des lois citoyennes. On était parvenu à une toute petite avancée en 2016 pour que les agriculteurs utilisent les semences paysannes à ce moment-là. Mais on s'est surtout heurté à d'innombrables échecs en fait. Et on voyait qu'il y avait des lobbies dans les assemblées parlementaires qui étaient toujours très puissants. Et nous, ce que l'on pensait jusqu'alors, c'était que si en tant que citoyen simplement on se réveillait et qu'on allait dans ces assemblées parlementaires, on pourrait changer le cours des lois, parce que finalement les élus étaient censés nous représenter. Mais on s'est aperçu que
il y avait une très grande force d'inertie dans ces assemblées parlementaires. Et même si nous, habitants, citoyens, nous décidions d'aller, comment dire, rentrer dans le jeu politique, finalement, les dés n'étaient pas équilibrés pour la simple et bonne raison que finalement on est dans un système qui s'appelle le capitalisme et donc qui raisonne selon l'accumulation de profits. Et par conséquent, dans les lois environnementales, lorsqu'on mettait face à face un avantage environnemental et un avantage économique, c'était systématiquement l'avantage économique qui prévalait. Et en fait, on s'est essoufflé à croire que l'approche législative serait la bonne. Et personnellement, moi je suis passé par une grosse phase de déprime, voilà, un gros collapse avant de partir faire ce voyage, parce que, ayant bien conscience des données plus ou moins scientifiques, et qui en plus à ce moment-là n'étaient que des données qu'on voyait derrière un écran, parce que quand on entend que 83% des mammifères sauvages se sont éteints par la présence humaine, et bah, certes ça me fait mal, mais je ne peux pas le voir en fait. Quand on sait qu'il y a 30 millions d'hectares de forêts qui sont détruits chaque année, bah, ça me fait hyper mal, mais je ne peux pas le voir. Et en fait, on s'est dit que nous, en ville, on était hyper bien informés, mais qu'il fallait qu'on sente quelque chose, parce que ce constat-là, cette connaissance-là, à l'évidence, ne nous suffisait pas à nous-mêmes pour nous mettre en action. Et qu'en étant déconnectés des écosystèmes, finalement, il nous serait trop difficile de pouvoir nous y attacher. C'est ça un peu l'idée qu'on a eue. J'ai besoin d'une confirmation, je te confirme. Et donc à travers ce voyage où toutes ces personnes effectivement se sont conformées aux normes qui ont dénaturé leur projet, et comme dit Caro, on s'est dit on n'a pas à rougir en fait de la façon avec laquelle on souhaite vivre aujourd'hui si les lois ne permettent pas de le faire. Et nous, on s'est beaucoup inspiré pour ça d'autres acteurs qui avant nous ont aussi agi à un moment donné contre les lois. Et nous, l'exemple le plus parlant qu'on a en tête, c'est celui de Cocopelli, qui depuis 20 ans, vous devez plus ou moins connaître, je pense, œuvre à la reconnaissance des semences paysannes, ou en tout cas à faire en sorte que ce patrimoine alimentaire ne disparaisse pas, même si la loi ne permettrait pas. Et en voyant ce qu'ils ont accompli, en voyant que à ce moment-là, ils n'avaient pas l'opinion publique avec eux, que en fait, c'était une cause qui était considérée comme perdue il y a 20 ans. Ils ont réussi quand même à inverser le rapport de force, à faire connaître les semences paysannes et à faire évoluer la loi quelques années plus tard. On s'est dit que peut-être qu'on aurait une carte à jouer, peut-être à travers l'habitat léger, à travers toutes ces personnes qui aujourd'hui vivent de façon sobre, de façon humble, mais qui ne sont pas du côté de la loi, pour qu'ils puissent avoir une reconnaissance. Et de fil en aiguille, la désobéissance fertile a commencé à émerger. Et là, du coup, on a décidé de s'installer en Corrèze parce qu'il fallait que j'accouche quelque part. Et du coup, on a rencontré François à peine 3 jours après être arrivé en Corrèze. Alors c'était marrant parce que pendant 6 mois, on disait à tout le monde « Ouais, nous, on veut trouver une sorte de terrain agricole avec un petit peu de forêt. Voilà, on veut s'installer là en désobéissance, faire un truc sans fondation, tout faire avec ce qu'on trouve localement, construire un espèce d'habitat, etc. » Tout le monde nous disait un peu qu'on était des oufs, déjà parce qu'on s'y connaissait pas trop en construction, aussi parce que c'était illégal et qu'ils nous disaient mais tout le monde se fait expulser en faisant ça, tu vois. Et du coup on était là, mais c'est pas grave, c'est notre idée, on va aller jusqu'au bout. Et là au bout de 3 jours où on s'installe, on rencontre François. Et donc pour la petite histoire, François, ça faisait 30 ans qu'il avait son terrain, 15 ans qu'il y vivait seul et qu'il construisait des cabanes avec plus ou moins des gens qui, comme ça au fil des rencontres, qui venaient l'aider. Et il avait des gros soucis avec la mairie. Et pour nous, c'était un petit peu un cas d'école parce que c'était vraiment quelque chose qu'on avait envie de défendre, l'habitat léger et la désobéissance fertile, c'est-à-dire de s'installer sur une terre agricole et de la grader. Et c'est vraiment ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il est parti d'un terrain de golf et en 30 ans, il a replanté des arbres, recréé des zones humides. C'était un endroit où il y avait beaucoup de glissements de terrain aussi, enfin, c'est assez fou, enfin, tous les gens qui sont passés par là voient que c'est un petit coin de paradis et que c'est la preuve même que l'être humain est capable d'aggrader son environnement et de ne pas être toujours vu comment on va réduire notre empreinte, mais vraiment d'apporter quelque chose et de jouer notre rôle comme toutes les autres espèces de l'écosystème, quoi. Et donc c'était l'exemple parlant que ce qu'on avait en concept dans nos têtes était possible. Et voilà, il était embêté avec la mairie depuis quelques temps, pas depuis l'été, juste avant qu'on arrive, c'était octobre à peu près, fin octobre, et il avait des soucis depuis l'été. Et on venait le voir tous les jours, etc. On n'avait pas l'intention de s'installer avec lui, on voulait déjà acheter un terrain, le mettre au nom d'une association pour sortir de la propriété, etc. Mais ça nous a trop touchés en fait.
qui se retrouve tout seul lutin des bois face à la gendarmerie qui débarquait chez lui et qui prenait des photos de ses cabanes. Du coup, on s'est dit qu'on allait mettre un peu d'énergie avec lui et qu'on allait profiter de tout ce qu'il avait à transmettre, et c'est ce qu'on a fait pendant 3 ans. Et du coup, là, on a commencé à vraiment réfléchir à la désobéissance fertile comme un concept et comme un mouvement. Ouais. Et on a vu 3 piliers en fait qui ancrent cette pensée-là. La première, c'est qu'on pense souvent notre empreinte, notre rôle sur la Terre, sur la planète, à travers les dégradations, à travers le fait de réduire inlassablement nos dégradations. Alors certes, on en a beaucoup, hein, on le constate au quotidien, mais on raisonne trop peu en fait sous le prisme de l'aggradation. L'aggradation qui est un terme agricole, mais que moi je ne connaissais pas en fait jusqu'à il y a 3 ans. Notre capacité, non pas à détruire, mais à améliorer. Et je trouve que le fait qu'on ne connaisse pas ce mot, on n'emploie pas ce mot en tout cas d'agrader dans notre langage commun, en dit long sur l'approche que l'on entretient avec notre espace. Et en fait, on a vu à travers notamment François et puis au travers du voyage qu'on avait eu, qu'il y avait cette possibilité-là qu'on avait de pouvoir aggrader en fait, de pouvoir améliorer. Donc le pôle le plus important qu'on a pu voir, c'est de nous dire en tant qu'humains, plutôt que d'avoir honte de notre présence, plutôt que de rougir en fait par rapport à l'empreinte qu'on laisserait, on a un rôle de gardien. Et ce rôle de gardien, on ne l'invente pas nous-mêmes, hein. Il y a énormément de populations qui l'entretiennent. On pense aux populations amérindiennes et ailleurs qui, de tout temps, ont fait ça en fait, mais nous, culturellement, on ne l'a pas eu en fait. Et donc ce premier pilier, c'est la gradation. Le deuxième, c'est l'intégration. Et l'intégration, elle vaut aussi bien pour les écosystèmes, de montrer qu'on a la capacité de cohabiter, qu'avec les territoires, avec les humains, en fait, ceux qui sont déjà établis, les coutumes, les traditions, parce qu'il ne s'agissait pas, et il ne s'agit toujours pas d'arriver et de nous imposer dans un territoire, mais de comprendre comment fonctionnaient les choses, quelle est l'histoire, comment on peut arriver aussi et aider humblement, non pas en partant de nos propres désirs, mais quels sont les besoins véritables, en fait, lorsqu'on va arriver, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à ce territoire-là. Et enfin, la troisième chose, c'est évidemment ne pas attendre que les lois changent pour agir. Et ça, c'est vrai qu'on est souvent dans une forme d'immobilisme aujourd'hui parce que, et on le voit bien à travers ce qu'on voit avec le Covid depuis 1 an et demi, c'est qu'on a des annonces qui sont faites, des annonces gouvernementales qui nous donnent des injonctions de ne pas agir, de ne pas nous toucher, de ne pas nous voir. Et en fait, on prend ces injonctions comme un fait acquis et bien souvent, on les prend pour parole d'évangile. Alors qu'en fait, on a toutes et tous la capacité, la légitimité de pouvoir agir en notre âme et conscience. Et j'aimerais dire même que dans l'histoire, ce qui s'est tout le temps passé, c'est qu'il y a eu une petite partie de la population qui, face à une injustice qui avait été constatée, s'était érigée contre cette injustice parce que leur conscience leur intimait d'agir contre ces lois. Et c'est parce que c'est cette minorité de personnes qui a agi qu'ensuite il y a pu avoir des avancées dans la société. Et en décidant de quitter le lobbying citoyen, l'activité à l'Assemblée, on s'est dit avec Caro, bon, on a vu qu'avec la société politique, on ne parviendrait pas à des résultats aujourd'hui tels qu'est fait l'échiquier dans son ensemble. Mais par contre, en allant du côté de la société civile, c'est-à-dire en faisant ce pas de côté vis-à-vis de la loi, en questionnant aujourd'hui son symbole et en montrant l'incohérence qu'il y a derrière, en étant le plus nombreux possible, on va pouvoir en fait faire évoluer ce cadre. Et c'est toujours ainsi que les choses se sont passées, parce que si on pense à tous nos acquis sociaux qui datent de la Seconde Guerre mondiale, c'est parce qu'il y a une poignée d'abord de personnes, mais au final qui représentent 5% de la population, qui s'appelle la résistance. On parle du CNR, du Conseil national de résistance, qui, à travers un rapport de force, a d'une certaine façon contraint à ce qu'il y ait un certain nombre de droits qui puissent aboutir. Donc on pense au régime de sécurité sociale universelle, aux retraites et un grand nombre de choses comme ça qui aboutissent. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu ces personnes-là qui ont fait ce pas de côté qu'aujourd'hui on peut s'en réjouir. Et nous, on veut simplement nous inscrire dans une tradition par rapport à celle-ci, peut-être de liberté, peut-être un peu de résistance, je ne sais pas quels sont les mots les plus justes par rapport à ça, mais en tout cas de faire en sorte que nous prenions conscience de l'importance de nos vies, de nos existences sur Terre, et que nous les mettions à profit pour amener une certaine forme de fertilité, puisque tout ce que l'on fait là, finalement, c'est pour qu'il y ait plus de vie. On ne va pas dire que c'est nous qui l'amenons, la vie. Nous, on est dans une position d'humilité parce qu'on est simplement de passage, parce qu'il
tout ceci, c'est des notions d'interdépendance et on ne peut que accompagner ce qui se passe. Mais en tout cas, on a cette capacité de mettre cette conscience au service de la vie. C'est ce qui donne aujourd'hui véritablement la désobéissance fertile. J'ajouterais que nos actions, elles soient à la hauteur des enjeux. Parce que vraiment, si on réfléchit au niveau stratégique, aujourd'hui, au niveau de l'écologie, souvent, nos actions, elles ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et les enjeux, on les connaît tous. Et c'est ce qui crée aussi un sentiment d'impuissance assez grand. C'est qu'on sait que ce qu'on fait, c'est pas assez en fait. Et on sait qu'on a besoin d'aller beaucoup plus loin. Mais il y a plein de freins en fait pour aller beaucoup plus loin. Et notamment, on le voit avec la désobéissance, c'est qu'un des problèmes, un des premiers trucs que les gens ils nous disent, c'est mais vous n'avez pas peur pour votre famille, vous n'avez pas peur qu'on vous détruise tout, vous n'avez pas peur que... Bien sûr qu'on est mort de trouille, évidemment. Et ça nous fait pas plaisir d'avoir la DAS à la maison et de leur montrer comment on vit, etc. Bien sûr, ça demande du courage. Vous croyez que les résistances, ça leur a pas demandé du courage? Vous croyez qu'on va changer ce système-là sans courage? Moi, je crois pas. Moi, je crois qu'à un moment donné, il va falloir mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Et pour utiliser une expression un peu plus vulgaire, et vraiment passer à l'action. Et passer à l'action, malheureusement, on le voit bien en ce moment avec le pass sanitaire, ça va pas être brandir des pancartes dans la rue, ça va pas être suffisant en fait. Il va falloir qu'on trouve ensemble, localement, des actions qui sont à la hauteur des enjeux qu'on a à vivre en ce moment en fait. Et c'est pour ça qu'on a décidé de se mettre en désobéissance, parce qu'en ce moment, on a besoin que cette transition elle soit facilitée. Et pour qu'elle soit facilitée, il faut qu'on puisse avoir facilement accès à des terres agricoles et qu'on puisse y vivre en petites tribus ou pas, comme chacun le désire. Enfin, je veux dire, on n'a pas une solution préconçue, on n'a pas la prétention d'avoir une solution ou que ce soit la bonne. Je pense qu'il y en a des milliards de solutions. Et voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on a, avec tous les agriculteurs qui vont partir à la retraite, si on peut, si tous ceux qui ont envie de faire cet exode rural, ils ont accès au terrain facilement, qu'on a des super chartes et des super outils pour les aider à passer à l'action, cette transition elle sera vachement facilitée en fait. Seulement le mauvais côté de tout ça, c'est qu'il faut sortir la tête du lot, comme le disait Olive tout à l'heure, c'est que il va y avoir des têtes qui dépassent et donc des têtes qu'on va essayer de couper. Et s'il n'y a qu'une seule tête qui dépasse, ça va être facile de la décapiter. Mais si on est beaucoup de têtes à dépasser et donc beaucoup à s'inscrire aussi dans cette désobéissance et à avoir le courage d'affirmer nos positions, parce que c'est ça que nous apprend l'histoire aussi, c'est qu'à un moment il faut du courage, quoi. Rosa Parks, le jour où elle s'est mise à l'avant du bus, je pense qu'il lui a fallu du courage. Et qu'en fait il faut qu'on s'inspire de ce courage. Et il faut qu'on ose en fait être ces têtes qu'on va peut-être essayer de découper, mais que si on est unis et si on est beaucoup à le faire, et ce sera beaucoup plus facile. Et nous c'est ce qu'on se rend compte là avec tout ce qu'on a initié, et notamment la plateforme ou en médiatisant les retours d'expérience qu'on a, c'est que nous on pensait qu'on était peut-être des milliers à être en désobéissance fertile, mais pas des dizaines, voire des centaines de milliers. Or ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est le cas en fait. C'est que tous les jours on reçoit 3-4 messages de gens qui nous disent « Ouais, moi aussi je suis en désobéissance fertile, je commence à avoir des problèmes, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, machin truc ». À Molégé, à Lem, ils sont submergés de messages aussi, donc en fait le nombre il est là. Et il ne nous manque plus que ce courage de sortir la tête et d'oser affirmer ce qu'on fait. Yes. Et c'est vrai que ça rejoint aussi l'idée des imaginaires. En fait, on était hyper en colère et on a toujours cette rage en nous. Quand on voit tout ce qui se passe, toutes ces injustices dans le monde, et on ne pense pas qu'à l'écologie, on pense à tout ce qu'on peut imaginer en fait dans nos esprits. Et en fait, nous, peut-être vous aussi, hein, je pense qu'on est tous pareils, mais c'est qu'on a vu beaucoup de films en fait. Et dans tous les films que l'on voit, à chaque fois, on est envahi par des extraterrestres, il y a un virus qui vient nous terrasser, on se transforme en zombie. Et en fait, ça se passe jamais bien. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de ce que pourrait être l'avenir de notre humanité, où on s'en sort, où ça se passe bien. Enfin si, il y a un film, voilà. C'est tout. Mais je vous invite à nous en citer d'autres, parce que nous, on aimerait bien les découvrir, si vous en connaissez d'autres. La Belle de Colin Serrault. Mais en fait, c'est horrible parce que c'est sur une autre planète. Hein. Là, même dans la Belle Verte, la Terre, on est ça se passe pas bien. La Belle-Mère, c'est pas pareil. Je pensais à Soleil Vert, en fait. Ah, Soleil Vert, oui. C'est pas le même. C'est pas trop la même histoire. Et en fait, il y a un pote, il m'a dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux faire en fait? De quel monde tu me parles là? Parce que je te vois là t'agiter partout et tout, mais
mais c'est quoi ton but là, tu veux aller où? Et en fait, on n'a aucun but, on a déjà vu souvent. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en lutte, en résistance, on va empêcher qu'on nous prenne ce droit-là, on va essayer de sauver ci, parce qu'on est en train de perdre tous nos acquis, et en fait, on ne sait même pas quelle vision on veut avoir pour le monde. Et du coup, nous on s'est dit, mais attends, on va se poser, pourquoi on fait tout ça en fait? C'est quoi le monde que l'on aimerait voir advenir? Et donc on essaye de se projeter, on essaye de regarder un peu plus loin, on essaye d'imaginer à 2030. Est-ce que ça vous dirait peut-être qu'on puisse réfléchir, parce qu'il y a un exercice comme celui-ci que vous voulez suggérer, pour voir ce que serait. En off, Jonathan il m'a dit non, on fera pas ça quand je lui ai proposé. Est-ce qu'on se ferait pas ça quand t'as rien préparé? Non, ok. Mais c'est pas grave, on le fait quoi. Oui, non, mais voilà, c'est vraiment, en fait, c'est recoloniser nos imaginaires, c'est repenser en fait pourquoi on fait tout cela, quel est notre but. Nous, le but qu'on a identifié, c'est qu'on veut que la Terre ait des droits en fait. On a identifié que lorsque la Terre obtiendra des droits, ça voudra dire à ce moment-là qu'elle aura une reconnaissance véritable. Et en ayant une reconnaissance véritable, ça voudra dire que les personnes qui la détruiront, qui feront toutes ces destructions, seront jugées pour cela comme crime écocidaire. Et que de cette façon-là, il y aura tout un certain nombre de valeurs qui vont se remettre en place, qui vont permettre de réguler les choses. Donc le cap qu'on s'est donné, nous, avec Caro, avec la désobéissance fertile aujourd'hui, c'est qu'il y ait des droits pour la Terre. Et la chance que l'on a, c'est qu'il existe aujourd'hui des déclarations comme celle-ci, qui ont été promulguées, qui ne sont pas le fait de notre écriture, pas du tout. C'est qu'en 2010, il y a eu une conférence mondiale par rapport au dérèglement climatique qui a eu lieu, qui a été impulsée par des populations autochtones amérindiennes, et elles se sont réunies et se sont dit quelles sont les valeurs sur lesquelles on veut se fédérer pour préserver la Terre. Et en fait, à l'issue de cette conférence, il y a émergé la Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère. C'est 4 articles, et c'est juste fantastique de simplicité, de beauté, et l'application qui pourrait en être faite amènerait des changements bouleversants en fait. De la même façon que la Déclaration des droits de l'homme a créé des changements bouleversants dans nos sociétés, bien de déclarer que la Terre a des droits, en fait ça engendrerait tout un tas de changements intrinsèques à ces nouveaux droits pour la Terre. Et du coup le petit exercice était de se dire, ok, si on se dit qu'en 2030 on a réussi, on a des droits pour la Terre-Mère, à votre avis là, si vous réfléchissez à comment on a fait pour en arriver là, quelles auraient été des actions réellement impactantes qui feraient que là, on est en 2022, donc c'est 21. Non, ouais, 21. On est dans le futur, nous, c'est pour ça. Comment on a fait là en si peu de temps pour avoir des droits pour la Terre? Alors si vous avez des propositions... Ouais. Stopper la consommation de tous les produits qui posent des problèmes par rapport à ça. Le boycott. Stopper la consommation de tous les produits qui posent des soucis par rapport à ces règles-là. Ok. T'as la ronce. Prendre un mur, parce que je suis pas si optimiste. Je pense que pour changer aussi radicalement... Ok. Prendre un mur, c'est suggéré là. Sera nécessaire. Ok. Label de pollution, contrairement au label bio. Aujourd'hui, on demande à ceux qui font du bio de payer pour un label de qualité. Et dans le principe de pollueur-payeur, il suffirait que les industries qui font... Mais des solutions qui viennent des citoyens, parce que ça, il faudrait que ça vienne des sphères politiques en fait. Mais comment les citoyens, c'est pas venu, enfin, on n'est pas utopiste à ce point, c'est pas venu de la politique, c'est pas venu de là-haut, c'est venu d'en bas. Alors comment on a fait? Olive? Comment? Ouais. Ok. Donc des labels qualité. Ok. Olive? Okay. Mais est-ce que ça n'existe pas déjà tout ça, des labels qualité? Qu'est-ce que... Parce qu'en fait, là, on parle quand même d'une révolution. Hein. Si la Terre a des droits en 2030, c'est qu'on est passé d'un autre game. Hein. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu vraiment faire? Je suis pas sûr que Lucas, ça suffit. Olive, ouais. Je suis un peu chaud. Ouais. En fait, attaquons la bête au cœur, en fait, c'est l'argent. Donc en fait, étouffer le système. Et comme la bête, c'est un corps humain, en analogie, vous faites un garrot. Et le garrot du système, c'est bloquer toutes les routes. Et en 3 jours, c'est fini. Les routiers. Voilà. Donc bloquer les routes. Bloquer les routes, les routes au niveau local, les ports. Les infrastructures. Bloquer les infrastructures. On va nous avec. Briser le bitume. Arrêter de mettre nos enfants dans l'école républicaine.
Arrêter les enfants dans l'école. Un boycott général. Boycott général. Vous êtes partout. Ça demande d'être beaucoup les boycotts généraux. Non, mais Je pense qu'en fait que les politiciens suivent les citoyens. Et si les citoyens montrent un peu les choses, les politiciens ils viendront à ça. Les politiciens ils n'aiment pas la désobéissance, donc c'est comme ça que la désobéissance devient loi, parce que comme on ne veut pas qu'on désobéisse, on fait une loi qui fait qu'on n'est plus en désobéissance. Il suffit de s'unir suffisamment plutôt que de se mettre contre les uns les autres. Et si on arrive à se regrouper suffisamment nombreux, eh ben, ils sont obligés de nous suivre. Parce que, ouais, bah on parle de conseils, juste d'actions précises, pas d'action précise. Ouais, D'accord. écoute, il faut faire de la ronce. Faire de la ronce. Faire la ronce. Il y a un mouvement de sabotage qui s'appelle la ronce d'ailleurs. Je pensais à ça justement. Qui en est resté aujourd'hui encore balbutiement, mais Partager ces informations dans les quartiers populaires. Partager des informations dans les quartiers populaires. Toutes ces informations dans les quartiers populaires. Ouais. Et ben en fait, nous-mêmes ne savons pas non plus. Pardon. Que les prochaines paires manuelles durent 365 jours. Que la vie soit un festival. Okay. Mais en fait, tout ça, c'était pour en arriver au fait qu'aujourd'hui, malheureusement, notre écologie, elle est peut-être un petit peu trop mignonne pour que ce soit efficace. En fait, c'est surtout là qu'on voulait en venir. C'est au constat de l'échec de l'écologie. Mais tout à fait. Je te laisse en parler. Non, on parvient tous un peu au même échec, c'est que les premières méta-analyses qu'on connaît aujourd'hui, elles datent de 1972. C'est le rapport Meadows, le Club de Rome, qui raconte que si on maintient toute cette économie sous perfusion, d'une certaine façon, avec tous les indicateurs qui étaient mesurés, on courait à notre perte en 2022. Bon, il s'avère quand même que c'est l'année prochaine, 2022, et que Denis Meadows, quand on l'a questionné, il n'était pas hyper optimiste. Mais ce qui s'est passé pendant ces 50 ans, c'est pas que nous n'avons pas agi finalement, parce que nous n'avons eu de cesse d'agir. On a vu l'émergence du mouvement écologiste, on a vu l'impact, l'agrandissement de grandes ONG comme Greenpeace, qui ont essayé de lutter contre le nucléaire. On a vu des marches pour le climat se faire. Et pourtant, on en parvient toujours à ce même constat d'échec. Et en fait, nous-mêmes qui avons un peu baigné dans les milieux militants, on essaie de faire un pas de côté un peu et nous dire mais comment ça se fait en fait que on fasse ces marches pour le climat. Et en plus franchement c'est hyper agréable de faire ces marches pour le climat si je reste là-dessus, parce qu'on se reconnaît, parce qu'on a l'impression de faire quelque chose. Ils sont plus simples parce qu'on est ensemble. Exactement, on se sent ensemble et du coup ça donne de la force quoi. Mais en fait ça n'a pas d'impact. Et on s'est rendu compte qu'en 1970, il y avait le Earth Day déjà qui existait, donc il y a 51 ans, et il y avait des millions de personnes, des millions d'Américains dans les rues qui faisaient la même chose que nous. Je me dis mais en fait ça se trouve dans 50 ans, on va refaire encore la même chose, on va refaire des pétitions, on va faire des marches pour le climat, et puis bon on sera hyper contents parce que nous on aurait été des bons militants, mais tout aura cramé autour de nous quoi. Et en fait on s'est dit mais pourquoi on ne partirait pas de l'objectif à atteindre avant de partir de nos outils. Le problème que l'on constate vis-à-vis de nous-mêmes, c'est qu'aujourd'hui on a une palette d'outils militants dont on dispose. Je parlais des marches, des manifestations, des grèves, des outils de désobéissance civile. Tout ceci là a fait ses preuves à un moment donné dans l'histoire. Et c'est merveilleux. Et notre objectif, il n'est absolument pas de le critiquer. Parce que quand on voit dans les années 60, Martin Luther King utiliser la désobéissance civile, c'est révolutionnaire. Quand on voit Mandela aussi s'en emparer, c'est révolutionnaire. Mais il ne faut pas oublier que ça va de pair avec un contexte historique. Et que c'était hyper innovant en fait dans les années 60 d'utiliser la désobéissance civile. On nous a fait croire que c'était la non-violence qui avait fait tout ça, etc. Alors qu'en vrai, on a mis en avant un discours non-violent, mais Mandela, il y avait quand même sa nana à côté avec des milices armées dans les rues. Hein. Donc bon, finalement, si on a fait sortir Faites pas chez Caro. Hein. Si on a fait sortir Mandela de tôle, c'est justement parce qu'il avait un discours pacificateur, mais que on l'avait quand même mis en tôle avant. Donc ce qui a fait vraiment changer le gouvernement en place, c'est quand même ceux qui ont pris les armes dans les rues et qui ont commencé à foutre le bordel. Donc moi ce que j'en retiens surtout, c'est que tant qu'on ne foutra pas le bordel, il n'y aura rien qui changera. Ça. Non mais c'est vrai, bien sûr. Et surtout, voilà, les outils qui ont fait leurs preuves à un moment donné ne vont pas nécessairement refaire leurs preuves 30 ans plus tard dans un autre contexte. Donc aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'ingéniosité, de créativité dans nos actions au service de notre objectif qui est la préservation de notre terre. Et en fait, c'est en partant de ces objectifs que nous pourrons dérouler le fil des actions légitimes à apporter. Je vous
Je pense à plusieurs exemples. On voit qu'aujourd'hui, il y a des zones maritimes entières qui sont vidées comme ça de leurs poissons. Et on voit des chalutiers à quai dans les ports. Et donc on voit que les législations demandent de lever les filets au niveau européen pour passer de 1000 mètres à 850 mètres. Et quand on obtient les 850 mètres, on est hyper content. Alors qu'en fait, ils vont quand même gratter à 850 mètres et tout défoncer. En fait, ces chalutiers, moi ce que je ferais, en tout cas ce qui me semble être le plus important, c'est qu'ils restent à quai. Et donc franchement, couler un bateau, il n'y a rien de plus simple en fait, sans qu'il y ait personne dedans. Tu prends une perforeuse, tu fais des petits trous comme ça et c'est fini quoi. Il reste là. Non mais vraiment, je prends le problème à l'envers, mais sans qu'il y ait de violence qui soit faite sur un quelconque organisme vivant. Mais pour moi, un engin forestier, un chalutier, c'est pas un organisme vivant. Et en fait, ce que je veux dire par là, pardon Caro, c'est juste qu'on a questionné où était la violence. Est-ce que la violence, elle vient de celui qui va détruire la forêt mais qui a les lois pour lui, ou elle va venir de celui ou celle qui va empêcher que ne soit détruite la forêt, mais qui va neutraliser ces engins forestiers. Et ça nous bouleverse beaucoup en fait dans nos croises. Il y a une intervention par... Ouais, mais en fait, comment tu fais pour canaliser les personnes qui, elles, vivent de ça, et que si tu leur prives de leur travail, en fait, elles se retrouvent désespérées, elles ont une famille à gérer, tout ça. Comment tu fais pour les gérer? Tu les as pris en compte, j'imagine? Bien sûr, bien sûr. C'est la question en fait que je me pose. Je suis d'accord avec le principe, et puis c'est vrai que s'il y a besoin de faire un moment, j'en aurai le cul, je le ferai. Mais je pense aussi à toutes ces personnes qui n'ont pas encore trop pris conscience et qui ont du mal à se détacher de leur système de fonctionnement et qui ont bien pourrir leur travail et qui n'ont pas d'autre solution que de travailler là-dedans parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Alors, on parle d'échelle industrielle. Hein. On parle pas de l'artisan ou de la petite personne, on parle de firme en fait. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc c'est tout un modèle. Derrière une firme, il y a une notion d'industrie, c'est une notion d'échelle. C'est-à-dire que... accompagner ces personnes-là, si tu veux oui, bien sûr. Mais on a besoin d'être une multitude, mon frère. Ouais. Viens avec nous. On a besoin de toi. Non, mais vas-y, faut les aider, faut qu'on soit partout. Hein. Faut pas les abandonner, tous ces humains. C'est clair. Mais on le voit avec la permaculture, des façons de... C'est ça. Ouais. Donc en fin de compte, je veux dire, tu plombes un bateau industriel, tu as plein de petits pêcheurs locaux qui vont revenir et qui ne vont pas faire ce désastre écologique. Ça, je suis vraiment d'accord. Mais il faut quand même penser aux personnes qui se sont fait happer. Si je fais un peu l'avocat du diable, je suis désolé, mais c'est juste qu'il faut quand même les prendre en considération parce qu'il y en a, elles ne sont pas trop conscientes de comment elles se sont fait happer. Il y en a, elles se sont un peu happées comme ça et elles n'arrivent pas trop à s'en défaire. Et il faut quand même pouvoir faire en sorte que ces personnes aient un soutien et qu'on puisse les réaiguiller quelque part. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Mais quand il y a eu la résistance, quand ils ont commencé à péter les ponts et tout ça, ça a fait chier tout le monde. Et maintenant, c'est vrai, je veux dire, après tout le monde est résistant à la fin, mais en vérité... C'était une toute petite fraction à la base. Ils n'étaient pas grands, il y avait beaucoup de collabos par exemple. Ouais, bien sûr. On aime bien se gargariser en France que tout le monde était pas... On dit, en fait, on ne sait pas quelles sont. Nous, on a nos intuitions, on a là où notre cœur nous dit d'aller, finalement. Et c'est en partant de l'objectif, qui est même une nécessité, qu'on va ensuite réfléchir à l'action la plus juste par rapport à où on se place, par rapport à nos valeurs. On ne dit pas que ce qu'on va suggérer est la meilleure des actions, c'est juste nous, par rapport à notre fonctionnement et notre volonté d'agir, que nous allons réfléchir à ces actions-là. Mais il y en a une multitude qui sont possibles d'être faites. Neutraliser un engin forestier, on y réfléchit aussi, en fait. Mais ça peut tout aussi bien être aider une personne à s'installer pour qu'elle puisse faire de l'abattage avec un attelage, par exemple. Ça pourrait être aussi hyper intéressant. Mais en gros, il faut qu'on puisse se mettre à la hauteur de ce qui se passe et comprendre les enjeux. Nous, on a été formés avec le colibri, en fait. Nous, le mouvement Colibri, Pierre Rabhi, c'est notre école de pensée à la base. Si on s'intéresse à l'écologie, pour nous, c'est même peut-être un père spirituel, quoi. On est colibri. Mais le colibri, aujourd'hui, on a bien vu que quand on va prendre nos gouttes d'eau dans notre bec et essayer d'éteindre l'incendie, eh ben, la morale de l'histoire, c'est que le village, il brûle. Parce que le colibri, en fait, avec ses gouttes d'eau, il n'empêche pas d'éteindre le village. Et ça, on a mis du temps à le comprendre. C'est ça ce qu'on veut dire. C'est qu'on ne veut pas opposer l'acte individuel à l'acte collectif. Pour autant, la considération que l'on doit apporter aujourd'hui, elle est aussi énormément collective. Et donc, les actions doivent être à la hauteur de l'enjeu, finalement. Il faut nous rendre irréprochables nous-mêmes et être meilleurs qu'on l'a été la veille. Ça, c'est un cheminement intérieur qui est nécessaire pour grandir humainement dans cette expérience de vie.
mais on doit aussi ne pas opposer ces actes individuels à une dimension collective bien supérieure en fait à celle qu'on nous a autorisé d'envisager jusqu'à présent, d'où la nécessité de repenser nos imaginaires, de nous mettre en lien, de créer ces solidarités. Ouais, voilà, oui, vas-y. Pour rebondir par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce que tu as dit, en fait, notre point faible à tous, c'est que nous sommes tous dépendants du système. Donc en fait, cette personne-là, à qui on va saboter son outil de travail, il va souffrir parce qu'il est dépendant de la génération de richesse économique. Et il n'est pas indépendant au niveau individuel dans sa recherche personnelle d'autonomie alimentaire et générale. Et en fait, notre gros problème, c'est que nous sommes en général assistés. Désolé pour ceux à qui ça dérange, mais nous sommes assistés. Et attaquer le système, c'est nous attaquer nous-mêmes. Le problème, il est de devenir indépendant pour pouvoir attaquer le système sans s'attaquer soi-même. Et n'oublions pas qu'il y a cet objectif derrière de droit pour la terre en fait, parce que l'idée qu'on fait, c'est de se fédérer autour de ces droits-là. Et en fait, si ce qu'on fait découle sur tous ces droits, ça va aussi découler sur tout plein de nouveaux secteurs qui vont s'ouvrir et de nouveaux emplois, etc. Donc je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit ça. C'est dire que c'est pas foutre la pagaille pour foutre la pagaille et mettre des gens dans le pétrin, c'est foutre la pagaille pour demander quelque chose de précis dont va découler toute une nouvelle organisation qui va être plus vertueuse pour tout le monde. Parce que le mec qui détruisait la forêt toute la journée, je suis sûre qu'il sera bien plus content d'apprendre à travailler le bois ou à faire quelque chose qui nourrit son âme. Parce que je pense pas que ton âme elle soit nourrie quand tu dézingues des arbres toute la journée. Donc voilà, je pense que c'est sûr qu'il y a une petite phase qui est un peu de chaos et de destruction, mais je pense qu'on a un peu peur de la mort dans notre société et que quelque part on a un peu peur de voir notre système mourir parce qu'on sent qu'on va vers la mort d'un truc. Et je pense qu'il faut aussi vivre en se disant que cette mort elle va faire partie du renouveau en fait, et que s'il n'y a pas de renouveau, s'il n'y a pas de mort, et que la mort elle passe aussi par cette destruction. Donc voilà, je pense que c'est à réfléchir collectivement, c'est à réfléchir localement, mais qu'il y aura une phase de destruction. Et il y a un autre point qu'on accentue souvent, c'est d'où viennent tous ces problèmes de société. Et c'est vraiment, ça vient de nous, quoi. Ça vient de l'intérieur. Finalement, on dit souvent le monde il va mal. Le monde il va bien, hein. C'est nous qui allons mal. C'est nos souffrances en fait. Et l'écologie, on est là en train d'essayer de passer la serpillière, mais il faut couper le robinet. Et pour couper le robinet, c'est couper ce problème de domination qu'on a à l'intérieur, de l'homme sur la femme, du riche sur le pauvre, de l'être humain sur la terre. Et donc ce problème de domination, il vient d'où? Il vient de nos blessures. Il vient de cette incapacité. On ne fait que évoluer à l'extérieur. On évolue de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a zéro évolution. On stagne. Et il y a vraiment cette... Tu vois, nous, on est vachement critiqués, même parfois dans les milieux hyper militants. Il y a des gens, ils sont d'accord avec nous à 99,9%, mais pour le 0,01% où ils ne sont pas d'accord, ils nous esquintent. Et on est là, mes frères, on a les mêmes idées en fait. T'es juste pas d'accord sur un demi-truc. Viens, on fait ensemble. Viens, on trouve comment... Putain, on discute. Tu vois? Comme par exemple organiser un événement avec un putain de passe sanitaire à l'entrée, quoi. C'est pas nous l'ennemi, mais on se fait quand même taper dessus, quoi. Exactement, exactement. Et ça, on a vraiment besoin de tous intérieurement faire un travail parce qu'on en souffre tous les uns et les autres en fait, de ne pas pouvoir exprimer qui on est, exprimer ce qu'on a envie d'être, et même de ne pas pouvoir aimer, parce que c'est très dur intérieurement de ne pas arriver à aimer quelqu'un parce qu'on a une demi-pensée pas exactement pareille, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc sur lequel on bosse beaucoup avec Jonathan, avec les collectifs, avec les choses qu'on fait. C'est de se dire, allons regarder aussi à l'intérieur nos blessures, allons chercher d'où vient ce problème de domination et essayons de faire ensemble et d'arrêter de se critiquer les uns les autres et vraiment de rentrer dans une ère où on met autant d'énergie à travailler sur soi qu'à travailler sur le monde qu'on veut construire, parce que si on reproduit les mêmes problèmes de domination dans le monde qu'on veut construire, et on le voit souvent dans les collectifs qui partent vivre dans la nature, etc., c'est qu'il y a à un moment donné ces rapports de force qui se remettent en place, d'ego, de susceptibilité, de colère, d'agressivité, et que tant qu'on ne fera pas le taf là-dessus, tout le reste sera qu'une illusion en fait.
Rémi? Ouais, j'ai une question. Comment vous positionnez votre avis par rapport à, dans vos questions, c'était qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer le système? Je suis complètement d'accord avec le fait que ce système il est complètement sclérosé, je vois pas trop de solutions. Mais récemment, j'ai quand même un peu changé mon fusil d'épaule, si on peut dire. Et je m'engage politiquement, je suis élu sur ma commune. Du coup, on a un peu de pouvoir, enfin, on a un petit pouvoir sur notre commune, sur notre comité de communes, on est quelques-uns à essayer de s'engager, n'est-ce pas? Et est-ce que vous y croyez encore qu'on peut changer le système par le biais politique? Est-ce qu'on peut... Tu veux que je refasse tout depuis le début? Non. Non mais en gros, est-ce que l'engagement politique, vous y croyez encore ou est-ce que c'est même plus la peine d'essayer pour vous? Au niveau local, oui. Au niveau local, oui. Mais c'est le seul... Tu peux pas dire non là. Non, mais le seul échelon auquel on croit politiquement, c'est le municipal. C'est le local, pour la simple et bonne raison qu'en fait, un élu municipal, il va directement rendre des comptes à ses habitants. Donc en fait, il n'est pas l'élu de l'État, il est l'élu de sa population. Et rien que pour ça, en fait, ça légitime en fait, cette action. Et on est dans une forme quasi de démocratie directe. C'est la seule position d'élu où on va devoir en référer directement. Et simplement, nous, on a vu aussi une première aventure participative à l'échelle locale qui avait eu lieu en 2014 à travers Saillant. Certains d'entre vous ont dû entendre parler, qui est une expérience formidable. Parce qu'en fait, alors pour synthétiser, Saillant, c'est une commune en 2014 qui s'érigeait contre... Enfin, il y avait plutôt un maire qui était présent depuis 4 mandats, qui n'avait de cesse de proposer d'imposer des projets qui allaient à l'encontre de la volonté des habitants. Et le dernier projet en date, c'était de mettre en place un supermarché sur place, sauf que les habitants ont bien compris qu'avec le supermarché, ils allaient voir tous leurs commerces locaux fermés. Et du coup, ils ont mis tout un tas d'actions pour pour que le supermarché ne se fasse pas. Ils ont obtenu gain de cause. Ça les a beaucoup fatigués. Ils se sont dit reprenons la mairie, comme ça on n'aura plus à subir cela. Et en 2014, ça a été la première commune en France participative qui a décidé de gérer collégialement en fait la mairie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au départ il y avait un très gros entrain et il y a eu un essoufflement assez rapidement qui s'est constaté au sein de la commune, au sein des habitants, parce que du coup c'est les habitants eux-mêmes qui géraient, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait ils ne pouvaient pas prendre les décisions qu'ils voulaient, parce qu'il y a un grand nombre de compétences qui ont été attribuées à l'intercommunalité, au département, à la région. Et qu'en fait, finalement, ils avaient un droit de police en urbanisme, ils avaient 2-3 petits trucs par-ci par-là, mais qu'ils ne pouvaient pas agir véritablement à la hauteur de ce qu'ils voulaient faire. Et on le constate aujourd'hui encore quand on voit des mairies, comme en Bretagne, qui a voulu prendre un arrêté contre l'épandage de pesticides à moins de centaines de mètres des habitations. Et le préfet a déposé plainte donc, à travers le procureur, a invalidé la décision préfectorale, a invalidé l'arrêté municipal en disant que ça ne relevait pas de la compétence municipale de juger s'il fallait épandre ou non des pesticides à proximité des habitations. Et en fait, le fait de se conformer à ces normes-là, ça décourage énormément parce qu'on se rend compte que finalement, certes, on est un échelon politique, mais si on n'a pas la compétence, on ne nous laisse pas la possibilité véritable de légiférer pour et par les habitants, en fait, c'est de la figuration ce qu'on va faire. Et donc, il y a une théorie politique qui a émergé dans les années 70 qui s'appelle le municipalisme libertaire, initié par un homme qui s'appelle Murray Bookchin, qui dit un principe, la phrase, elle est aussi simple qu'elle est intelligente. C'est que ce sont les habitants qui sont les meilleurs usagers, finalement, parce que c'est eux qui vont utiliser la ressource. Alors pourquoi ne pas mettre en place des assemblées décisionnelles locales? Chaque habitant pourrait y participer, et finalement, nous, en tant qu'élus, il nous incomberait de mettre en application les décisions de nos habitants. Parce que finalement, ce sont eux qui nous ont élus. Ce ne sont pas les politiciens à Paris ou ailleurs. Donc, et en fait, il existe aujourd'hui des municipalités, d'abord en Espagne, aux États-Unis on en connaît aussi. Il y a au Brésil, dans certaines favelas, des gestions municipalistes qui sont faites. Écoféministes, bien sûr. Et aujourd'hui en France, la chance que l'on a eu les élections municipales l'année dernière en 2020. On estime qu'il y a 60 municipalités qui sont gérées aujourd'hui par des habitants sous forme participative comme vous, ce que vous mettez en place. Et on attend de voir quelle va être la première de ces municipalités qui va prendre cet arrêté anti-pesticides, qui va mettre un référendum local, peu importe ce qu'il va mettre en place, et l'État va lui dire « t'as pas le droit de le faire », et eux vont répondre « si, on est légitime pour le faire parce qu'on représente les habitants ». Et à partir de ce moment-là où il y aura cette première municipalité qui aura fait ça, on peut vous dire que derrière, il y en aura énormément qui vont suivre. Donc les choses, elles peuvent aller très vite, mais il faut voir les limites aujourd'hui du rôle municipal et la possibilité qu'il est possible d'atteindre. Et on pense que
là, on est aux prémices, on est à la naissance de quelque chose qui est en plus inscrite finalement dans notre ADN. Je parle par rapport à l'histoire passée, l'histoire en France, à travers les épisodes de communes qu'on a connus, les communes de Marseille, les communes de Paris, les révolutions qu'on a eues. Bah là, on est à l'approche, à l'aube de quelque chose de très grand qui peut arriver et qui ne va arriver que grâce à vous, les élus municipaux. Mais si je peux rajouter un petit truc, parce que tu parles de Science, donc le dernier mandat avant, il y avait Science. Ça n'a pas repris parce que ça voilà, c'était pas top. Tristan Rechid a fait un peu une tournée autour des communes à faire des formations. Il est venu nous former à nous. Ils étaient tout seuls à l'époque. Nous, sur notre mandat, peine est sur le même fonctionnement. Sur notre communauté de communes, on a un tiers, presque la moitié qui sont sur ce fonctionnement. Et on commence à se dire que même au niveau communauté de communes, on commence à avoir du poids. Donc, au niveau commune, je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'au-dessus, ça va finir. Là, il n'y avait que Science avant. Là, on était 60. Moi, le chiffre que j'ai eu, c'est un peu plus. Tu dis 60, mais je pense qu'on est un peu plus. Et je pense que dans 6 ans, dans 12 ans, on va finir par leur faire peur. Et là, nous, ici, au niveau de la communauté de communes, on commence à les inquiéter un peu. C'est leur fonctionnement politique qui commence un petit peu à battre de l'aile. Mais moi, le souci que je vois, c'est que si c'est dans 12 ans que ça arrive, ça sera trop tard pour beaucoup de choses. Mais on a une bonne voie. C'est pour ça qu'on ne peut pas miser que sur une seule chose et qu'il faut une pluralité. Et pour répondre au tout début de la question, nous on pense qu'il y a une multitude de possibilités d'entrée qu'il est possible. Ceux qui ont envie de placer leur énergie à l'échelon municipal, c'est merveilleux. Ceux qui veulent faire changer les lois de l'intérieur aussi, ceux qui veulent agir directement sur le terrain pour empêcher que les destructions ne se fassent, c'est bien aussi. Et en fait, on ne sait pas par où ça va arriver, mais il faut qu'on soit nombreux et qu'on agisse par différentes portes d'entrée. Et nécessairement, on va y arriver. Parce qu'on n'a pas d'autre choix que de réussir de toutes les façons. Donc, plus fort, oui. Et c'est fondamental, bien sûr, pour moi de coordonner en fait. Mais les solutions sur un site, c'est pas Perma 80, avec bien sûr bien structuré, avec législation, les articles de loi qui sera là, les retours d'expérience aussi, les conceptions d'habitat léger pour pouvoir valser entre les mailles du filet. Enfin, moi, c'est mon objectif de souvent sur les articles de loi parce que j'ai pas envie de me faire avoir pour pouvoir répondre en fait sur les histoires. Oui. Voilà, des sources d'informations parce que c'est du temps en fait tout ça et que ça peut encourager justement dans l'idée d'intelligence collective. Voilà. Ouais. Voilà, j'ai pas encore vraiment bien cherché, je suis au début de mon processus. Donc voilà. Sur l'installation, nous ce qu'on fait, il y a un site internet, une plateforme qui s'appelle désobéissancefertile.com et en fait on a consacré toute une page pour expliquer aujourd'hui toute la législation sur l'habitat léger notamment. Parce qu'on sait qu'elle est très obscure pour un grand nombre d'entre nous et elle a été pensée de cette façon-là d'ailleurs, hein, parce que on ne veut pas que les gens comprennent les lois et ça pourrait leur donner des idées. Mais on essaie justement de la décrypter. Voilà, donc il y a toute une page qui est d'ailleurs désobéissancefertile.com/les-lois au pluriel. On a créé tout récemment avec le collectif dans lequel nous étions aux cabanes un tutoriel justement pour apprendre à créer des cabanes oiseaux, qui sont ces fameuses cabanes que François nous a appris à construire. Donc, la page c'est désobéissancefertile.com/cabane oiseau. Bah, nous on essaye de référencer en fait en gros on a identifié plusieurs freins qui nous empêchaient de passer à l'acte quand il s'agissait de s'installer dans la nature. C'est le frein financier. Donc pour ça il y a une initiative qui s'appelle Gardien des territoires où en fait sur la plateforme il y a une carte. Toutes les personnes aujourd'hui qui disposent de terrain peuvent les mettre à disposition de personnes, de collectifs qui vont les utiliser. Et en fait, on a mis dessus une forme de prêt à usage gratuit pour qu'ils puissent se mettre en lien. Et aujourd'hui, le site il a craché il y a 6 mois parce que les serveurs d'OVH avaient brûlé. Du coup, on l'a complètement refait. Et là, depuis le mois d'avril, il y a déjà plus de 40 ou 50 projets avec des terrains qui se sont référencés sur la carte. Et il va y en avoir beaucoup plus dans les mois à venir encore. Et en fait, à travers cette initiative Gardien des territoires, on invite ceux qui veulent des terrains à imprimer une affiche. Parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui disposent des terrains aujourd'hui ne vont pas trop sur les réseaux sociaux. C'est plutôt la génération de nos grands-parents. Et en fait, il faut pouvoir leur parler. Et donc,
on colle une affiche dessus avec les coordonnées des personnes qui le veulent et qui se proposent d'être des gardiens des territoires. Et comme ça, on est contacté directement par ces personnes. Et on peut imprimer l'affiche dessus. Ça, c'est pour le frein financier. Ensuite, il y a le frein législatif, les lois. Donc, il y a cette fameuse page. On est en train de... On pédale un peu dans la semoule. Ça fait des mois et des mois qu'on essaie de créer un pool de juristes et d'avocats qui puissent aider en fait, les personnes en difficulté. Parce que là aussi, ça nécessite de l'argent quand on est en procédure face à l'État. Et donc, voilà, on essaie de ramener des juristes et des avocats. D'ailleurs, on cherche de l'aide aujourd'hui. On cherche à ouvrir voilà, tous ces pôles et qu'il y ait des personnes qui puissent alimenter ces pages, alimenter ces communautés. Donc, voilà, on est en pleine recherche d'avocats dissidents et de personnes pour structurer ces pôles, en fait. Ouais, même faire des groupes locaux en fait, parce qu'on se rend compte que le fait d'être ensemble localement, ça aide beaucoup. Aujourd'hui, on fait beaucoup du travail à distance et là, on a vraiment décidé de créer un groupe, d'abord de commencer par un groupe local sur notre nouveau territoire, mais aussi de proposer aux gens d'ouvrir des groupes locaux. Là, on réfléchit un petit peu à toute une structure de groupe local, mais bon, c'est vrai que le fait d'être ensemble, de se réunir régulièrement, de faire des petits rituels ensemble, des petites choses ensemble, bah, ça crée un lien fort et on a besoin quoi, de ce sentiment d'appartenance aussi et de pouvoir faire au niveau local avec nos problématiques locales aussi, parce que chaque localité a des problématiques différentes pour pouvoir aussi se défendre entre nous, parce que finalement quand il y a un lieu qui est menacé, si on avait une vraie communauté locale pour nous défendre, voilà, un vrai écosystème humain, je pense que ça faciliterait aussi beaucoup les choses et nous en tout cas on en a bénéficié et c'est beaucoup plus facile. Et... Oui. Mais le droit il est hyper spécifique en fait. Le droit sur l'urbanisme c'est un truc, le pénal on est sur... Mais oui, il y a déjà avec les gilets jaunes aussi, il y a plein d'avocats aujourd'hui, il y a des groupes Facebook là-dessus et tout. Et pour rebondir sur ce que disait Caroline sur l'importance des groupes de soutien locaux, c'est qu'en fait aujourd'hui l'opinion publique, nous on a été surmédiatisés en fait parce que les gens ont bien compris que c'était injuste aujourd'hui ce qui se passait sur l'habitat léger et les médias aussi. C'est qu'on est à un moment, à un point de bascule dans la société où en fait l'opinion comprend que la loi est mal faite, les habitants sont en train de bouger et on a encore des politiciens qui sont en train de serrer le truc comme ça en se disant oh là on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, et en fait ils vont lâcher là dans pas longtemps. Mais et en fait on s'est rendu compte que même si on n'avait pas la loi derrière nous aujourd'hui, en tout cas sur le terrain en Corrèze, la préfecture ne bouge pas alors qu'elle pourrait enclencher toute la procédure et tout parce qu'elle sait que potentiellement il y a les médias qui vont venir, qui vont avoir la honte sur eux. Ils savent aussi qu'on peut ramener des centaines de personnes, qu'il peut y avoir une ZAD. Et en fait, l'importance d'avoir ces comités de soutien locaux, c'est créer un rapport de force, en fait, pour dire, bah, attendez les amis, si vous nous faites vivre cette injustice-là, parce que c'en est une, ça va être le sbeul. Ouais. Et donc voilà, faut pas hésiter à monter ces groupes locaux parce que c'est aujourd'hui la meilleure arme finalement que nous pouvons avoir pour nous défendre quand la loi n'est pas derrière nous. Et ça vaut pour de nombreuses autres actions. Je parlais tout à l'heure de Cocopelli avec ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ce qu'ils appellent du tai chi politique. C'est génial. C'est qu'ils se sont fait attaquer à un moment donné. Et en fait, qu'est-ce qui se serait passé pour n'importe quelle association qui se fait attaquer sur un terrain où la loi lui est défavorable? Eh ben, elle prendrait un avocat, elle essaierait de se défendre en disant qu'elle fait ça pour l'intérêt général, elle ne ferait pas de vagues et tout ça, et elle perdrait. Et en fait, ce qu'avait fait Cocopelli à ce moment-là, ils ont dit mais il est hors de question qu'on ait à rougir de notre action, même si on n'a pas la loi derrière nous. Donc, ils ont pris la force qui était dégagée contre eux à travers le procès, parce qu'en fait, le procès, c'est une formidable tribune politique à ce moment-là. Et ils ont rejoué le mythe de David contre Goliath. Ils se sont dit, bah ouais, on a ces lobbies qui nous accusent de concurrence déloyale, alors qu'on fait mal à personne, on veut juste faire vivre les semences paysannes, et bah on va se défendre. Et en faisant ça, en fait, ils ont mis tellement la pression sur la justice française que ça a donné un arrêt historique qui a fait jurisprudence en disant que non, Cocopelli, même si la loi lui était défavorable, ne faisait pas de la concurrence déloyale aux graines Bomo sur le marché. Et en fait, moi on a trouvé ça tellement brillant.
On s'est dit mais on peut le faire avec tout. Ils ont fait en sorte que la honte elle change de camp et c'est ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est nous qui avons honte de faire pipi et caca dans des toilettes sèches quand tout le monde le fait dans de l'eau potable parce que c'est dégueulasse et qu'on a des vilains hippies. Là non, il faut que la honte elle change de camp. Vraiment il faut se dire en fait... Pardon ? Comment ils ont fait ça en fait? Ils ont sensibilisé l'opinion publique. Les médias, ils ont expliqué tout le problème. Ça nous a d'ailleurs tous permis de comprendre à ce moment-là ce qui se passait sur les semences, parce que tous les regards étaient focalisés sur les OGM, sur les pesticides, mais on ne comprenait pas qu'il y avait des hybridés fins, qu'on était en train de détruire le patrimoine alimentaire. Et en médiatisant tout cela, non seulement ils nous ont permis de monter collectivement en compétence sur le sujet, mais ils ont obligé l'État à prendre position, à dire oui, en fait, effectivement, cette loi est inadaptée, et pour qu'ensuite des personnes comme nous puissions aller essayer de faire changer la loi derrière. Donc en fait, ils ont pris la force de leur adversaire pour la retourner contre eux à travers l'opinion et ils ont gagné. Et en fait, c'est peut-être une chance aujourd'hui quand on a l'État à travers le préfet qui vient s'intéresser à nous parce qu'il nous offre une tribune politique. C'est de cette façon-là qu'on peut mettre sur le devant de la scène un sujet, qu'on peut créer un engouement populaire collectif et faire changer la norme. Donc à ce propos, ce que vous vivez là, c'est peut-être extraordinaire pour nous tous dans les années à venir. On va en profiter. Sachez-le, on va en profiter. Et d'ailleurs, du coup, concrètement, on en a parlé avant, mais concrètement, des gens qui sont dans le même, plus ou moins le même cas que vous et nous, est-ce qu'on pourrait faire appel à tous ces gens-là de s'inscrire sur votre site pour être en lien déjà, pour se connaître, mais aussi pour la visibilité en cas de... On peut se répertorier comme zone à défendre. Ouais. Sur la carte, oui. Oui, ouais. Tout à fait. Sur la carte. Ouais. Exactement. Mais le mieux... Mais le top, c'est... Ouais, vas-y, pardon. Le mieux, ce serait que vous créiez une pétition locale, comme ça vous pouvez directement parler. Si vous avez 2000 personnes, vous pouvez envoyer un message directement aux 2000. C'est dans les cartes. Voilà. Les pétitions, elles ne servent pas à changer les lois, contrairement à ce qu'on avait pu faire à l'époque. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas trop. Par contre, pour informer une population très vite, pour agir sur le terrain, parce que la révolution, elle ne sera pas télévisée, ça sert à ça, en fait. Et pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, en fait, notre idée, c'est de ne pas prendre d'avocat. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de jouer les règles du jeu qui sont... Les dés sont typés. Donc, ne pas prendre d'avocat, je ne sais pas comment a fait Cocopelli, mais c'est d'entrer dans l'arène en montrant que de toute manière vos règles ne sont pas valables pour le monde à défendre. Ouais. Sans avocat, c'est pas évident quand même. Après, il y a des bons avocats. Il y a des avocats qui sont de notre côté. Oui. Ouais. Je suis pas contre. Oui. Ouais, il y a juste quelque chose qui me trotte, c'est que là on parle beaucoup de local, de franco-français, mais on vit dans un système qui est complètement mondial, global, international. Et nous, on pourra faire ce qu'on veut, vivre dans la nature, en habitant léger, en habitat léger, tout ça. Mais ça va continuer, tout ça va continuer, donc comment, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin aussi d'interconnexion entre les continents, entre les pays ? Parce que c'est pas la France, c'est un tout petit pays, donc c'est la révolution que tu veux, c'est pas la France qui va la faire, quoi. On peut faire des choses, mais il y a quand même le système. Des gens comme nous, il y en a dans tous les pays. À cause de ça, d'ailleurs. Ouais, non mais. Déjà, nous, on a vachement confiance en l'être humain, donc on pense qu'on n'est pas les seuls à avoir ces idées du liberlu. Je pense que partout dans le monde, il y en a, et je pense qu'on s'inspire les uns les autres. En tout cas, nous, on s'est beaucoup inspiré de projets qu'il pouvait y avoir dans le monde, et donc du coup, je pense que... Mais sur le lien, ouais, bien sûr, bien sûr. La France est un pays très regardé, en tout cas. On a cette chance. Et oui, il ne faut pas opposer les différentes échelles, évidemment. Mais je demande comment il y a plusieurs options. Effectivement, le fait qu'on soit un modèle d'inspiration, nous, on revient de Marseille, on a rencontré un collectif qui a délogé McDonald's de leur restaurant. Les employés de McDonald's. Les employés eux-mêmes ont délogé McDonald's. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait il y a un an et demi. Et ça s'appelle l'Après-M. C'est un lieu qui appartient à la population. C'est dans les quartiers nord de Marseille. Nous, on voulait le voir. Vous êtes des mythos. On va aller voir ce qui se passe. C'est vrai. Ils l'ont fait. Et en le faisant, ils en ont pris qu'un McDo. Et McDo, on sait combien il y en a dans le monde.
et ben maintenant ça donne des idées aux États-Unis. Ils sont en train d'essayer de les reprendre, les McDo là-bas. Ils sont en lien avec un McDo ils vont en reprendre un en Roumanie. Ils vont aller leur enseigner comment suite. ils ont fait la méthodologie, machin. Donc en fait, ça s'essaime quand il y a des On ne peut pas avoir la volonté, nous en tant qu'humains, de pouvoir être partout. Mais tu as raison. C'est-à-dire qu'il faut penser global, évidemment. Simplement, nous, notre capacité d'action, elle est là où nous nous présentons aujourd'hui. Et on pense qu'à travers l'action, à travers l'inspiration, on va pouvoir permettre de raconter des histoires qui vont donner des idées à d'autres pour qu'eux-mêmes puissent se les approprier et le faire à leur tour. Et faire des petites victoires. Parce qu'en fait, on a tendance à penser très grand, très global, mais gagnons plein de petites victoires déjà. Une petite histoire. Bien sûr. En Suède, les personnes handicapées étaient dans des institutions, foyers, comme ça l'est encore ici. Il faut que tu parles plus fort parce que tout le monde vient... Alors en Suède, les personnes en situation de handicap, les polyhandicaps notamment, étaient toutes en institution dans des lieux fermés. Et en fait, ce qui a fait changer les choses, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus du milieu ouvert, c'est qu'il y a eu une lutte qui a commencé en Suède, mais qui s'est appuyée sur plein d'autres pays. Et en fait, la lutte pour arrêter d'enfermer les personnes en situation de handicap, elle est devenue internationale. Et c'est ça qui a fait pression sur la Suède pour qu'elle change ses lois. Et elle a changé radicalement ses lois. Donc pour moi, il y a aussi un intérêt à faire des connexions et des liens et à se soutenir entre pays. Bien sûr, voilà. bien sûr, bien sûr, c'est parfaitement dit. Merci. Il faut parler plus fort parce qu'il ne faut pas que ce soit des apartés. Les gilets jaunes, par exemple, ils ont commencé il n'y a pas longtemps et ça s'est répandu dans l'Europe, hein, ouais. et même au-delà. Un pays peut être un phare. Hein. Ouais. Je veux dire, en fait, on est un peu sur une poudrière. Si demain on décide et qu'on a la ferveur de se dire on va bloquer toutes les routes, les points commerciaux, mais je peux t'assurer que ça va faire une traînée de poutre, ça va être fou. Je veux dire, en fait, il suffit qu'on soit suffisamment solidaire à un moment donné et décider. Un peu plus fort. Je pense qu'il faut qu'on soit suffisamment solidaire et décidé à un moment et qu'il va falloir qu'on n'attende pas trop non plus parce que, enfin, je veux dire, on est dans une urgence. Mais je pense qu'on est sur une poudrière et l'effet domino, je crois qu'on est justement cette mondialisation, elle est dans un effet domino. Oui. Là, on va toucher un tel, mais c'est comme la Grèce, hein, ils l'ont coulé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que ça coûte tout le monde. Ouais, voilà. Alors, comment on fait pour pas être tout seul? Parce que oui, faut être solidaire, c'est ce qu'on dit, et vous avez parlé tout le temps le nombre, mais en fait on est tout seul. Enfin, moi je suis toute seule. Non. Bah oui, mais moi demain, pareil, je veux faire de la désobéissance, je trouve ça trop génial tout ce que vous avez dit, et je me dis mais ouais, j'ai trop envie de le faire, demain je vais faire des trous dans les bateaux. Comment moi je peux voir demain tu trouves 3 chéperos dans ta région qui veulent faire pareil. Il n'y a pas besoin d'être beaucoup. Je vais dans les rues, s'il vous plaît, aidez-moi. Non, mais rien qu'ici, tu prends des contacts. Ouais. Tu vas dans les associations. Tu habites où? Et la morale, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être très nombreux pour faire des actions significatives parfois. Hein. 2, 3 personnes, elles suffisent à agir. Hein. Il faut les connaître. Bah, on est combien ici? Tu nous connais? Mais souvent on les a autour de nous, enfin Steve Reed, je ne sais pas s'il est par là, mais souvent il me disait il te faut trouver des alliés autour de toi et des alliés... je suis complètement d'accord, voilà. Là voilà, on a une conférence, on est tous d'accord, c'est trop bien et tout, mais après on va tous rentrer chez nous, ouais. On va reprendre nos habitudes, on a besoin de table pour manger, enfin... Moi, les gilets jaunes, c'était trop génial, c'était un début de truc trop bien, et ça s'est arrêté à cause de justement toutes les règles sanitaires, les interdictions de manifester. Moi, je pense que tout le monde a peur parce que il y a quand même des exemples qui font flipper. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est quand même fait détruire. Enfin, Ils ont gagné. Tu peux répondre? Oui, alors, on répond et après on va on avait plein de choses encore à voir. Juste pour dire que nous, au niveau de Perma 81, ils n'ont pas tout perdu. Au niveau de Perma 81, il y a 1 an et demi, je ne connaissais pas. Il y a 6 mois, certains, je ne connaissais pas. Et au bout de 6 mois, on en est là, quoi. Donc, on peut faire ça partout. De tout. Ouais, mais c'est génial. Engage-toi dans les assos autour de chez toi, tu vas faire des connaissances. Ouais, c'est ça. Tu avais une question? Essaye de trouver des assos autour de chez toi. Ouais, pardon, ouais. En rajouter une touche sur ce que tu as dit. Moi, quand je rentre chez moi, dans mon quartier populaire, les gens, là c'est super, on est tous d'accord sur la même longueur d'onde, mais les gens, ils sont à milieu de ça, quoi. Pour eux, c'est autour de moi, je sais pas, c'est pas leur monde. Même dans ma famille, mes parents, pourtant, ils ont une culture scientifique, machin, mais c'est pas leur monde.
Et quand on commence à faire des trucs avec les têtes qui dépassent, comme tu as dit, on l'a vu avec les gilets jaunes, il y a beaucoup de gens, les gilets jaunes c'est des perturbateurs, il y a un côté clivant aussi. Là nous c'est super, on va tout faire, machin, mais autour de nous, un peu comme, je sais pas, un peu ce que tu dis. Bah moi je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en effet je pense qu'il faut vraiment être très Alors, peu, on va peut-être faire ce débat un peu plus tard, on va tous prendre un verre ensemble. Mais oui, effectivement, on n'arrive pas aujourd'hui à parler à tout le monde, c'est ce que vous dites. Et nous, ce qu'on a... Voilà. Vas-y. Juste, il faut se concentrer sur ceux avec qui on est d'accord, parce que tu vas pas changer les gens une par une, tu vois. C'est clair que tu n'ouvriras sûrement jamais les yeux à tes parents, mais je suis sûre qu'autour de toi, il y a des gens qui vibrent, tu vois, sur la même chose. Et si c'est un tout petit peu plus loin que juste là, dans la rue où tu vis, ce sera peut-être juste un tout petit peu plus loin. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se concentre, en fait, avec ceux qui sont déjà dans la même conscience. Souvent, on a une très forte capacité à nous freiner parce que la situation n'est pas parfaite pour agir. Parce que l'écosystème n'est pas parfait, parce qu'on n'a pas les bonnes personnes pour agir autour de nous. Et ce sont autant d'excuses, et je ne veux pas culpabiliser quiconque en disant ça, pour nous permettre de nous légitimer dans notre inaction. Alors qu'en fait, à tout instant, même seul, on a la capacité d'agir. Alors peut-être qu'on ne parviendra pas, et de toute façon, aucun d'entre nous n'est un sauveur, on ne parviendra pas à changer le cours des choses seul, mais en tout cas, notre action couplées à une autre, permettront en fait des changements significatifs. Et il ne faut pas oublier l'importance qu'on peut revêtir. En fait, l'importance que nos existences peuvent revêtir. Il faut plus avoir peur de l'inaction que de l'action, tu vois. Parce que là, on est dans la peur de l'action, parce qu'avec toutes les conséquences, avec la peur d'être seul, avec machin, mais il faut plus avoir peur de l'inaction que de l'action. Et nous, on le voit. On a fait une tonne d'erreurs. Enfin, je veux dire, quand on fait le bilan de nos 3 ans, on a couillé sur 1 milliard de choses, tu vois. Mais au moins, on l'a fait. Au moins, on l'a fait, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on s'est lancé, on n'a pas attendu d'être les éco-constructeurs parfaits, on n'a pas attendu d'être les permaculteurs parfaits, on n'a pas attendu d'être parfaitement intérieurement pour vivre en collectif, etc. Mais on s'est lancé à corps perdu dans tout ça, on a dédié notre vie à tout ça. Et en 3 ans, il s'est passé des choses incroyables en fait. Mais parce qu'on s'est lancé. Et c'est une espèce de loi de l'univers, tu vois. C'est quand tu fais le premier pas, après le reste ça s'enclenche d'une façon ou d'une autre. Mais il faut faire le premier pas. Et c'est pour ça qu'on insiste sur l'action. Si on est trop là, il ne se passera rien. Donc il faut vraiment aussi venir là et sentir qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de nous, quoi. Et pour nous connecter, on parlait tout à l'heure du fait de faire ensemble. Comment on arrive à avoir une visée commune quand on a tous nos égos qui nous tiennent à ce moment-là et nos différences? Et ben, il y a le rituel qui est très important pour ça. Caro, elle m'a énormément sensibilisé à ça. Parce qu'en fait, il y a énormément de rituels qui ponctuent nos vies aujourd'hui. On pense à travers les saisons, on pense à toutes les célébrations que l'on connaît, les rituels païens. Et ben en fait, ce sont autant... Les cercles d'hommes, les cercles de femmes, les cercles d'hommes. mixtes. Ce sont autant d'occasions de nous lier, en fait, et pas seulement avoir un objectif commun, mais avoir aussi, comprendre que la personne en face de moi, je la connais et j'ai envie d'agir pour elle. C'est sentir ce modèle de famille, de tribu, en fait, et que ce soit pas juste notre raison qui nous intime d'agir, mais nos cœurs. On parle souvent du putain de facteur humain, mais en fait il est là, c'est juste les humains qui se comprennent pas, et qui se comprennent pas parce qu'ils se connaissent pas en fait. Parfois on a vécu 10 ans ensemble et tu sais pas qu'en fait moi j'ai subi des humiliations toute ma vie dans mon enfance, et que c'est pour ça en fait que je suis un peu agressive, un peu susceptible, etc. Et en fait quand tu connais mon histoire, bah, le jour où je vais être un peu agressive ou un peu susceptible, tu vas te dire je sais de quelle blessure de petite fille ça vient. Et je la comprends et je passe et je lâche. Parce que j'ai un amour qui dépasse en fait ton petit défaut. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur d'un couple et c'est ce qui se passe à l'intérieur d'une famille. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le rituel, parce que nous, on a vraiment à cœur de remettre le rituel au sein du groupe, parce que les cercles de parole, parler de nous intimement, ça nous permet de nous comprendre beaucoup plus profondément, à la fois de libérer par la parole, parce que notre asthme, les cancers, les eczémas, c'est que ça. Hein. C'est toutes ces émotions-là qu'on enfouit. On est en plus dans un climat en ce moment archi anxiogène. On a besoin d'espace en fait où on peut parler de nos émotions, où on peut parler de qui on est ouvertement, avec une écoute bienveillante. Et en fait, ces rituels de parole, ces rituels autour du toucher, nous on a instauré aussi beaucoup du massage. Par exemple, on se faisait des soirées entre meufs, on se massait, on revenait dans le corps, on se faisait du bien, quoi. Etc. Et en fait, on a besoin de remettre des rituels comme ça. L'autre jour, on a juste fait une soirée avec des amis sur notre nouveau lieu. Et Lia, notre petite fille de 6 ans et demi, elle a proposé un petit rituel où chaque personne de la soirée était autour du feu et a juste mis un mot sur là ce qu'il était en train de vivre.
Et tout le monde nous a dit « Ah là là, ça a créé un truc tellement puissant juste de déposer quelques mots sur ce qu'on était en train de vivre. » Et ça, les tribus, ils l'ont toujours fait. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'inspire de ça parce que ça crée un lien puissant entre nous, en fait, de ces mots qu'on pose pas et ces moments où on se touche pas et ces moments où on s'aime pas, en fait. Et on a besoin de faire vraiment monter cet amour entre nous. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les divergences d'opinion, etc. Si on s'aime, on se passe tout ça, en fait. Ouais. Oui, pardon. Ouais, moi, je voulais dire aussi par rapport aux divergences d'opinion, c'est que même si tu es d'accord avec une personne qui a 20%, eh ben on prend ces 20% là, on avance ensemble sur ces 20%. Et ça ne sert à rien de se battre sur les 80% qui est à côté. Mais voilà, s'il n'y a que ne serait-ce que 20%, voire 10% sur lequel on est d'accord, ben là on peut avancer. Tout à fait. Ouais. Il va nous rester 10 minutes à peu près, parce qu'il y a des ateliers qui s'enchaînent après à 16h30, c'est ça? Ou pas? On peut rester plus longtemps, nous, Normalement c'était là-bas, alors du coup, ok. il y a peut-être un peu plus Non, de temps. bah ok, prenons le temps, parce que nous on serait ravis de vous partager le retour d'expérience qu'on a fait des cabanes aussi, de ces 2 ans et demi là-bas. On en parle au passé, parce qu'on est sur un tout nouveau projet, peut-être que vous avez vu, parce qu'on a lancé un financement participatif il y a 1 mois et demi. En fait, on est en train d'acheter une parcelle de terrain de 8 hectares dans le Périgord vert, dans le parc naturel régional. Et on essaye voilà, de relancer une aventure collective pour la documenter avec une université qui va suivre un peu ce que l'on fait dans l'idée de créer ce village utopique qu'on rêverait de vivre et d'incarner. Et donc on est au tout début. Voilà, pour le moment, il n'y a que notre famille qui y est. Donc si là, on aimerait beaucoup intégrer de nouvelles personnes, aussi bien dans le lieu que dans l'association des obéissances fertiles et tout ça. Et notre fonctionnement, on ne marche pas trop avec Internet, bizarrement, alors qu'en fait on communique beaucoup sur Internet. C'est qu'on croit beaucoup au lien humain qui se fait. Et donc on organise des chantiers participatifs. On n'en a pas encore organisé, mais on va en faire un là. Sur ce lieu. Oui, sur l'autre lieu on en a fait plein. Sur ce lieu ça va être le premier, et donc si ça vous dit, vous êtes les bienvenus pour venir. Ça démarre demain. Elle adore Caro quand je fais ça à chaque fois. Si vous pouvez rester demain pour nous aider à remballer, voilà. y aller. Ça démarre après-demain. Et voilà pour faire avancer toutes ces choses-là. Et en fait, avant cela, on habitait aux cabanes, donc c'est ce lieu-là qui a été, pour lequel on a bénéficié d'une médiatisation, un lieu qu'avait fondé François, comme a dit Caro, d'abord en achetant le terrain à 30 ans, s'installant il y a 15 ans, inquiété par la mairie il y a 3 ans à peu près, un peu plus. Et en fait, ça a été une super aventure parce que en vivant dans la nature, on a pu comprendre déjà que le rapport qu'on entretenait avec la vie, il n'était pas seulement dans nos esprits, mais il était aussi véritablement dans tous nos êtres. C'est que quand on voyait ces animaux sauvages se promener autour de nous, parce qu'on avait la chance d'habiter dans des cabanes qui étaient parfaitement inclus dans ces forêts, on passait complètement inaperçu, et donc c'était quelque chose de merveilleux. Si bien que, à l'inverse, quand on entendait des coups de feu pas loin de chez nous, et qu'on imaginait qu'il allait avoir ces chevreuils ou ces sangliers qui allaient être abattus, et en fait, on n'avait pas seulement les données statistiques en tête, on avait notre cœur qui saignait en fait, comme quand on entendait des tronçonneuses abattre des arbres. Et c'est toutes ces choses-là qui nous ont fait comprendre qu'on a carrément changé notre façon de voir le monde, parce que maintenant, notre volonté d'agir, elle est vraiment ancrée dans nos tripes en fait. On n'est plus dissocié de la nature, on fait partie d'elle. Par exemple, les pénuries d'eau, quand tu vas chercher à la brouette ton eau parce que ta source elle est tarie et que comme les Africains tu remplis des bidons, tu as un sacré respect pour l'eau après et tu comprends qu'on a plutôt intérêt à se bouger et ouais, c'est l'avenir quoi. Et on a vécu voilà, pas mal de galères comme ça. Nous on avait plein de rêves, de concepts abstraits. Par exemple, nous on kiffe la low-tech. Je pense que vous aussi, les fours solaires, les machines à laver à pédales, tout ce qu'on imagine comme ça et tout, c'est génial. Et donc nous, notre rêve c'était d'avoir une machine à laver à pédales. Parce qu'on trouve ça brillant en fait le concept. Il y a tellement de choses dans les déchetteries, il suffit de récupérer un vélo d'appartement, on y met un roulement sur le tambour de la machine à laver et le tour est joué. Et donc il y a un ami qui est venu nous le faire d'ailleurs et tout, c'est trop sympa. Et on a commencé à faire une machine de machines. Et en fait on s'est dit mais on va passer notre vie à pédaler. Quand tu as 2 enfants, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse tous les jours 1 heure
de pédalier, en plus dans le froid et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que, ok, bon, nous, notre besoin, c'est génial, la machine à laver à pédale, ça montre ce que peut être les outils low-tech, les médias ils viennent, ils sont super contents, ils le voient. Mais en fait, aujourd'hui, on ne peut pas. Si on était célibataire ou en couple, à la limite, ok, mais avec nos filles, on ne peut pas avoir une machine à laver à pédale. Et donc, on a dû aller une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines à la laverie automatique du hameau un peu plus haut. Mais là, on a conscience que notre rêve, c'est confronté au principe de réalité et que sur le nouveau terrain où on veut qu'il y ait une machine à laver qui appartienne à tous les habitants du lieu, mais qu'on ait une machine à laver. Voilà, et donc, on a plein de choses comme celle-ci que l'on vit et que l'on expérimente. On avait expérimenté les rongeurs aussi. Les rongeurs, ils sont hyper mignons quand ils passent comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais quand ils te mangent tout et ils chient partout et tout, c'est dégueulasse, mais c'est un cauchemar. Et en fait, nous, on adore les animaux et on voulait pas les tuer. Mais en fait, on les a tués. Parce qu'on s'est confronté au principe de réalité. Alors, on a pris des bacs en acier pour mettre nos provisions, on a essayé de réfléchir à tout un système, mais on a tué des rats. Et en fait, voilà, c'est allé contre notre théorie. Mais dans la pratique, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Il y a quoi comme dissonance comme ça qu'on a sous... Le fait d'incarner, ça a été aussi on voulait beaucoup témoigner parce que nous, les témoignages des autres, c'est quelque chose qui nous avait profondément touchés. Mais on s'est rendu compte que le fait que ce soit incarné, ça faisait aussi que la désobéissance fertile, c'était nous, quoi. Et que si c'est nous, c'est pas vous, en fait. Et ça, on n'avait pas envie de ça, en fait. On avait vraiment envie de partager et de grandir, etc. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on travaillait avec des gens, etc., ils n'arrivaient pas à s'approprier ou alors on n'était pas bon en inclusion, etc. Du coup, on travaille avec une facilitatrice sur le nouveau terrain pour vraiment voir comment... Et c'est pour ça aussi que le terrain, on ne veut surtout pas l'acheter en notre nom et que ce soit au nom d'une association et que ce soit plus de notre terrain mais que chaque personne qui rentre dans l'association et que du coup on est ensemble gestionnaire de quelque chose qui n'appartient à aucun d'entre nous parce que clairement on s'est rendu compte sur le lieu avec François que le fait que ce soit chez lui ça créait un affect qui l'empêchait de créer une gouvernance partagée par exemple. C'était très compliqué le rapport à la propriété et toute la domination qu'il y a par rapport à ça. La propriété, c'est une histoire de fou par exemple. C'est-à-dire qu'on a tous des valeurs de dingue, mais quand on touche à la propriété, en fait, tout de suite, ça réveille des mécanismes d'appropriation, de prédation, et qui font péter les collectifs. Et souvent, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait une personne qui avait un terrain, et donc tout allait bien. Enfin, quand tout allait bien, il n'y avait pas de souci pour la gestion quotidienne, on est en consentement, machin, et tout, c'est organique. Mais dès qu'il y a un point hyper clivant qui va arriver, le propriétaire du terrain, il a nécessairement le dernier mot puisque ça lui appartient. Et donc nous on l'a vu sur le terrain où on était jusqu'alors et on s'est dit il faut là aussi qu'on change quelque chose, qu'on travaille sur la propriété parce que évidemment ça ne nous va pas de fonctionner de cette façon-là et donc on essaye, voilà. Et pourquoi on vous partage cela? C'est parce qu'en fait on a tous des rêves et c'est génial puisque ce sont nos rêves qui nous gouvernent finalement, qui vont nous mettre en mouvement, qui vont donner l'impulsion nécessaire pour que la volonté agisse. Mais il est super aussi de confronter nos rêves à nos réalités pour ne pas mentir et si on doit donner envie à de nouvelles aventures pour qu'elles puissent émerger, le faire avec le retour d'expérience que l'on a. Et donc voilà, ça a été un peu dur à certains moments les cabanes, on a eu mal au dos, c'était éprouvant physiquement, mais aujourd'hui c'est vrai que on ressort de ces 2 ans et demi vécus passés là-bas peut-être plus fort et avec plus de confiance encore parce que à chaque fois on a su surmonter ces épreuves et les dépasser et surtout quand on était face à ces difficultés on s'est senti hyper vivant en fait et moi c'est vraiment ce qui est ressorti de toute cette expérience, c'est qu'on se sent en vie lorsqu'on éprouve à un moment donné une difficulté alors qu'avant cela on était souvent bercé dans notre propre confort et voilà, la vie est peut-être qu'on va vivre d'autres vies, peut-être que voilà, on a eu des vies passées, que tout ceci va continuer comme un grand jeu sans fin. Mais en tout cas, elle est hyper précieuse la vie. Et je nous invite à la vivre en fait pleinement, à la vivre avec nos rêves, parce qu'on a besoin de rêveurs. Aujourd'hui, on a des gestionnaires, on en a assez, hein. On a bien vu. Et toutes les avancées qu'on a connues, elles sont parties de nos rêves. Donc lançons-nous. Et nous, on sera hyper heureux d'écouter vos témoignages dans les années à venir, de nous asseoir, de nous inspirer. On essaie de le faire aussi le plus souvent. On essaie de
de s'améliorer. C'est pas à travers les histoires comme l'après-m qui ont chassé le McDonald's, toutes ces histoires-là, qu'on arrive à grandir aussi. Et donc voilà, on espère de tout cœur qu'il y aura autant d'aventures qu'il y a de vie et il y aura autant de succès qu'il y aura d'espoir. Merci beaucoup. Si vous avez des questions de sujets dont on n'aurait pas parlé, et besoin de classement, n'hésitez pas. Moi, je fréquente pas mal d'associations depuis quelques temps. Et la dernière, c'était une tentative dans le Tarn de monter un... Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. La dernière, c'était une tentative dans le Tarn de monter un groupe Extinction Rébellion. Et du coup, par rapport à ce qui concerne le sujet... Jean Gab. Par rapport à ce qui concerne le sujet de la protection de la terre, en dehors des petits problèmes personnels de terrain de chacun et de tous, quelle est la différence entre votre idée et Extinction Rébellion, par exemple? Entre autres. C'est-à-dire que Extinction Rébellion, si je ne me trompe pas, s'ils font de la non-violence un dogme. C'est-à-dire que la désobéissance civile non-violente, c'est l'ADN de leur fonctionnement en fait. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils placent l'outil avant l'objectif à atteindre. C'est-à-dire qu'ils disent, nous, quoi qu'il arrive, on va faire de la désobéissance civile non violente. Mais nous, on pense qu'il faut partir de l'objectif, donc la préservation de l'écosystème de la Terre, pour adapter la stratégie la plus appropriée, finalement. Non pas qu'il n'ait pas raison, mais en termes de logique, on ne dit pas il faut qu'on agisse impérativement de cette façon-là pour voir quel va être le résultat. On dit non, voyons le résultat que l'on veut atteindre, quelles seront les actions les plus adaptées pour parvenir au résultat. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on veut dire. Donc c'est super Extinction Rébellion, mais malheureusement aujourd'hui ça montre, il n'y a pas de résultat véritable par rapport à cela. Ça a permis de montrer cette rage qu'il y avait pour le vivant, de nous y intégrer nous-mêmes. Mais ce sont des outils qui ont été éprouvés par le passé, qui aujourd'hui sont inefficaces parce que le gouvernement sait très bien comment désamorcer une action de désobéissance civile non violente, parce qu'elle l'a éprouvé par le passé. Et par conséquent, on a nécessité à nous renouveler dans nos actions. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et je suis certain en fait que les militants de R, ils se renouvelleront parce qu'il y a cette intelligence collective dans le processus décisionnel qui est là, parce qu'ils prennent soin les uns des autres. Ça c'est formidable. Ce qu'on a découvert là-bas, c'est que souvent on voit des personnes qui s'épuisent dans l'action militante. Elles sont dans une logique de sacrifice. Et chez Extinction Rébellion, il y a un soin tout particulier qui est apporté aux militants eux-mêmes pour prendre soin d'eux. Et on se souvient qu'il y avait une action assez importante à Paris où il y avait un groupe qui était dépêché pour aller recueillir les personnes qui étaient en garde à vue et les câliner simplement, pour leur apporter ce soutien et cette empathie. Et ça peut paraître si peu, mais c'est énorme en fait. Et quand on parle du rituel, c'en est un. Et c'est merveilleux ce qu'ils accomplissent par rapport à ça. Donc moi je suis persuadé que la remise en question d'un mouvement fera qu'il sera encore plus important, plus puissant qu'il ne l'a jamais été, à condition que les personnes qui y participent s'autorisent à dépasser le cadre initial. C'est tout le temps comme ça. D'ailleurs, le fondateur d'Extinction Rébellion, il est parti à cause de ça, non? Et d'ailleurs, le fondateur d'Extinction Rébellion a quitté. Il a quitté, ouais. Oui. Oui, moi je connais bien Extinction Rébellion à Bordeaux pour y avoir beaucoup travaillé avec eux. Et dans leurs actions, il y a des niveaux de risque pour les militants, les gens qui acceptent de prendre un certain... Un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, des gens qui acceptent de prendre un certain niveau de risque. Les gens qui acceptent de prendre le niveau de risque maximal, je dirais pratiquement, qui est d'aller jusqu'en garde à vue, il y en a déjà très peu. Et donc c'est un petit peu déjà, par rapport à un mouvement qui reste dans la non-violence, c'est difficile de trouver des gens et de nouveaux adhérents. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là on est entre nous, c'est des gens qui sont convaincus sur le même point de vue, mais comment on amène d'autres gens à rejoindre, comment on élargit en fait la volonté, comment on arrive à joindre d'autres gens à notre mouvement pour se donner de la force, du nombre, et on a toujours buté là-dessus en fait, sur amener d'autres gens que les convaincus dans les mouvements. Ouais.
Moi, je crois que si on arrive déjà à faire juste avec ceux qui sont déjà convaincus, je crois que c'est déjà pas mal. Hein. On est déjà beaucoup. Ouais. Et pour revenir à Extinction Rebellion, aujourd'hui, la difficulté qu'il y a dans ce mouvement, c'est que les personnes sont soumises à des poursuites judiciaires, souvent, alors que dans les faits, elles n'ont strictement rien fait. Elles se sont assises devant la BNP, se sont enchaînées. Voilà, coller une affiche. Enfin bon, il n'y a aucun impact véritable derrière en plus. Et ils vont être fichés S et patati et patata. Nous, on a vu qu'il y avait des groupes d'action. On a trouvé ça hyper intéressant, notamment des personnes. C'était un groupe de retraités qui se sont dit qu'ils en avaient marre de voir des pipelines traverser les États-Unis tout le temps et qu'il ne se passe rien. Et donc, ils ont milité désobéissance civile et tout ça. Et à un moment, ils se sont dit, on va neutraliser ces pipelines, tout simplement. On va ouvrir les vannes pour en fait, faire perdre des millions de dollars à ces personnes. Et ils l'ont fait, ça a plutôt bien marché. Sauf que, et donc, ils sont restés anonymes. Voilà. Donc, il n'aura pas fallu de moyens financiers. Ils n'ont pas été poursuivis. Sauf que, si on entend parler d'eux aujourd'hui, c'est que nécessairement ils ont été connus. Parce qu'en fait, il y en a plein, la plupart de ceux qui agissent ne vont pas se mettre en désobéissance civile et afficher ce qu'ils vont faire. Ils vont agir dans l'ombre, ils vont être beaucoup moins nombreux, avoir peu de moyens financiers et avoir des résultats substantiels énormes. Et dans le cas de ces personnes à la retraite, ils ont décidé de médiatiser, parce que c'était la campagne américaine en 2016, et ils voulaient mettre en avant le problème des pipelines. Du coup, ils se sont affichés en faisant leur action. Du coup, ils ont eu des poursuites judiciaires et tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toute forme d'action aujourd'hui qui font beaucoup plus leurs preuves que le fait de coller une affiche et de se mettre en désobéissance civile, qui sont bien plus efficaces dans les résultats et sur lesquels on ne se fait pas prendre. Donc il y a toute une forme de logique aussi peut-être à repenser par rapport à l'impact, la puissance d'une action que l'on peut engendrer, en ne la revendiquant pas. Et souvent, on n'entend pas parler. Nous, on sait qu'il y a pas mal d'engins forestiers qui ont été neutralisés là où nous sommes, et ça n'a jamais été médiatisé, parce qu'ils ne veulent surtout pas que ça s'ébruite. Évidemment, personne ne va être assez fou pour l'ébruiter nous-mêmes, ce genre de choses. Vous voyez ? Donc voilà, il y a peut-être aussi d'autres réflexions à faire émerger, plutôt que de renouveler les personnes parce qu'il y en a trop peu qui veulent aller en garde à vue, il y a peut-être une possibilité d'action pour ne pas qu'elles aillent en garde à vue. Voilà. Je sais pas si on s'est compris. Si, on s'est compris. Après, je parlais d'une façon générale, d'amener des gens, on parlait de gens qui sont pas, qu'on touche pas, qui n'ont pas conscience de l'urgence à agir. Et voilà, et d'amener plus de gens, pas dans un mouvement précis, mais dans la globalité. Ce que disait Murray Bookchin, il faut partir des besoins des gens. En fait, c'est pas nous, on a notre cap parce qu'on a déjà assis peut-être un certain confort et qu'on n'est pas dans une logique où chaque jour on doit essayer de trouver un moyen pour asseoir la sécurité de nos familles et tout ça. Donc on a peut-être plus cette capacité à agir. Alors je parle en mon nom, c'est une supposition ce que je dis là. Et si on aide ces personnes à répondre à ce besoin, pour répondre à cette urgence, peut-être qu'après elles pourront à leur tour aussi avoir cette sensibilité-là pour aller sur les problèmes que nous évoquons actuellement en matière d'écologie. C'est qu'on n'est pas dans les mêmes problèmes à l'instant T, quoi. Ouais. Oui. Pour entrer dans le vif du sujet, en fait, les techniques de sabotage interne, elles existent, elles sont efficaces et connues. Et tellement connues que l'armée moderne se prépare déjà depuis longtemps à la guérilla urbaine. Donc s'ils se préparent, c'est qu'ils savent que c'est leur gros point faible. Ouais. Et en fait, nous sommes tous des éléments du système et des éléments invisibles. Et à un moment donné, si on se met tous à faire du sabotage interne dans le système, qu'est-ce qui se passe? Invisibilité totale, le système il va prendre plein de fois en même temps, de manière invisible, il ne pourra pas répondre. Et tout ça, ça demande de perdre la peur, de perdre ce système en fait. Perdre la peur de faire mal à ce système qui te protège. Et de se mutualiser, de se mettre d'accord au même moment. Mais les méthodes, elles existent en fait. Pas, oui. Elles sont présentes. Mais on est de tout temps, enfin quand on pense à la résistance, au communard et tout ça, il y a tout le temps eu ces façons-là d'agir en fait. C'est juste qu'on essaie de les adapter au monde moderne. Et surtout, n'oublions pas qu'on a pour allier la vie aussi qui œuvre, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul.
dans tout ça. Il y a un exemple moi, que j'avais adoré, c'est que lorsqu'ils épandaient, enfin en Argentine, ils étaient en train de construire une ferme de plusieurs milliers d'hectares de maïs OGM. Et en fait, ils mettaient ce maïs OGM pour qu'il puisse être résistant au Roundup, ce fameux désherbant ultra chimique. Et donc effectivement, ça tuait tout sur son passage, sauf une plante, c'était l'amarante. Et en fait, l'amarante, elle était ultra résistante. Et en fait, comme Pessinos, les paysans, quand ils se sont rendus compte de cela, ils ont fait des bombes de graines d'amarante et ils les ont balancées dans les champs. Et ils ont permis de cette façon-là à renoncer à des centaines, pour ne pas dire des milliers d'hectares de culture, parce que aucun pesticide ne parvenait à les détruire, et eux-mêmes gagnaient du terrain sur le maïs OGM. Donc quand on pense à ces actes de résistance, de désabotage, de toutes ces choses-là, n'oublions pas que la vie, elle œuvre tout le temps à nous aider, qu'il y a plein d'espèces qui sont inféodées, qui refusent d'être domestiquées par les humains, et qui sont là en permanence à agir. Et je trouve que ça donne de l'espoir de les voir faire de cette façon-là. Quand je pense à l'amarante et le pied de nez qu'elle fait à Monsanto, je me dis qu'il y a tellement de choses à explorer, tellement de surprises. Et nous, notre intelligence dans cette désobéissance fertile, elle est justement de, comme vous le suggérez avec la perma, c'est d'observer, de voir les cycles et de faire avec. Bien sûr. C'était une plante sacrée pour les petits veaux qui vivaient là avant et qui se sont fait virer. Ouais, exactement. C'est droit, exactement. Tout à fait. Une plante nourricière en plus. Sacrée et nourricière, ouais. Donc oui, la symbolique, elle est extraordinaire. Et je pense qu'il doit en exister d'autres, des exemples comme ceux-là où on va œuvrer avec le vivant pour se résister. Je reviens au social. J'ai pas la voix qui porte, pardon. Je reviens au social et on parlait des gilets jaunes. Il y a Juan Branco, j'imagine qu'il y en a pas mal qui connaissent, qui vient d'écrire un dernier bouquin. Il y a un paramètre qui manque un paramètre qui manque peut-être pour dépasser la peur. Mets-toi debout. En lisant son bouquin, il expliquait par rapport à l'histoire des Gilets jaunes qu'il y avait peut-être un paramètre qui manquait dans l'imaginaire collectif. C'était cet après. Comment on fait société une fois que le système est tombé. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc dans son dernier bouquin, il donne toute une méthodologie, tous de nouveaux éléments, une nouvelle organisation sociale pour la population et portée par la population. Et donc je pense que ça aussi c'est un élément qui est à prendre en compte, c'est d'avoir du concret, du pragmatique dans un futur proche dès que tout ça peut s'enclencher. On lira volontiers, merci pour l'information. Merci infiniment pour votre présence, nous avoir permis de nous exprimer, on est vraiment honorés d'être là et l'heure est à venir. Et tu sais pas ce que c'est que la vanille sauvage, toi? Avec les dents, c'est mieux. Non, faut avoir des outils pour ça. Aïe! Aïe! Moi je me sauve parce qu'il me fait peur avec ses ronces. Bon là, tu vois, tu prends ça par exemple pour faire de la vannerie, c'est un mauvais exemple. Tu vois. Voilà. Aïe! Donc tu fais comme ça, tu piques. Voilà, tu t'arraches la main nue. Tu t'arraches la main. Et c'est pour ça qu'en fait on fait très peu de vannerie avec les ronces. Je fais ça mal. Aïe! Aïe! Donc celle-là c'est pas un bois. Ah c'est con, j'ai coupé une ronce pour rien quoi. Ah oui, il faut aller au bout là. Ah ouais, là tu vas gâcher. Alors je vous montre, faites-vous passer la ronce. Bien essayé, bien essayé. N'hésitez pas, alors regardez, faites-vous passer la ronce. Ah, faites pas les chouchous. Allez, on fait passer la ronce. Non mais nous on connaît, la vannerie à fertile, c'est bon. Regarde
la dernière fois que tu lui as fait passer la ronce, regarde, ça lui a... T'aurais au moins pu prendre de l'eau Aïe, quelque chose d'un peu. aïe. J'essaie de faire la vallée sauvage, j'ai mal. La dernière fois qu'il a essayé... Et en plus, j'ai pas pris le bon truc. Tu vois, et là, il y a Bernard qui râlerait en disant putain, je vais perdre le truc de Bernard quand même. Il va gueuler quoi. C'est sympa ça. Non, moi je trouve que ça te va très bien, vous devriez rester comme ça tous les deux ensemble. Ah. Il y a peut-être une union à... non, attends, j'ai pris, je déconne pas, je me peux en donner quoi. C'est pour le cadre. Mais non, mais attends, faut pas lui dire, attends, il est beaucoup encore. Tu vas pas annoncer besoin? Non, discret. Bah oui, discret, ouais, attends, quand même, on est perma quoi. Discret. Jusqu'au bout. Est-ce que tu veux la ronce ou... Non, c'est adorable. Ouais, si tu veux la garder par contre... Bah écoute, je vais essayer de la travailler parce que j'ai passé pour un con sinon, mais j'ai travaillé la ronce. Oui. Et quand tu me regarderas, tu rigoleras pas. Ok, promis. Je te remercie. Aïe. Attention, regarde, tu déchires le jean. Aïe. Non mais reste à côté de moi, n'hésite pas. C'est le dernier arrivé et c'est lui la guest star, j'y crois pas. Je sais pas pourquoi il y a Caro, c'est en Caro aussi qui arrive. Caro, ouais.